Bienvenue dans La Galère, vous écoutez le podcast qui décrypte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés au début de leur aventure. On parle des galères, de la débrouille des premiers mois, des détails pour convaincre ses premiers clients et de toutes ces différences entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Pierre Pratt, partenaire chez Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui accompagne les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner sur Apple Podcasts et nous donner 5 étoiles afin d'aider d'autres personnes à découvrir nos épisodes. Bonne écoute. Salut Stéphane, Hello je suis Pierre. ravi de t'accueillir sur ce podcast. Le plaisir est partagé. Donc, c'est génial, aujourd'hui on fait un épisode dans tes locaux. Première fois pour moi que je fais un épisode vidéo, je trouve ça génial. Ça fait combien de temps que tu es installé ici ? Ça fait un peu plus d'un an. Ok. Ici, on est à l'Excelsior Embassy, l'ambassade d'Excelsior. Et je dis souvent que c'est l'endroit où on réalise nos rêves. Ok. On va revenir dessus après, mais c'est assez marrant. Je te l'ai dit en arrivant, je vois quelques objets qui étaient chez The Family avant. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. Tout à fait. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc moi je suis Stéphane Boukris, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis entrepreneur depuis très longtemps et investisseur aussi à côté et j'ai beaucoup de passion en parallèle de tout ça. Ok, alors si on redescend tout au début, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta jeunesse ? Je sais que ton grand-père est entrepreneur, je sais que ton père est entrepreneur, comme publicité. Tu peux vraiment me parler de ton enfance et comment tout ça a démarré, comment tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas tu y as goûté de loin ? Bien sûr. Alors, donc j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes depuis très longtemps. Comme tu l'as dit, fils d'entrepreneur, petit-fils d'entrepreneur. Moi, j'ai connu que ça. J'avais une passion, et je l'ai toujours d'ailleurs, pour l'entertainment, donc tout ce qui est cinéma, musique. Et je me suis dit, bon, peut-être que mon rêve, à un moment, je me suis dit, c'est peut-être pas d'entreprendre, c'est de travailler dans une grande major hollywoodienne du cinéma. Et j'ai fait un stage à l'époque, pendant mon BBA à l'ESSEC, j'ai fait un stage chez Warner Bros. Et qui était un stage a priori qui devait être incroyable. Et je me souviens d'une réunion qui m'a un peu marqué, qui a été aussi le point de départ de mon entrepreneuriat, puisque on était quelque chose comme en octobre ou en novembre, et la présidente nous réunit et nous dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint nos objectifs pour cette année, donc félicitations, tout le monde applaudit, ils sont tous comme des fous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a atteint nos objectifs et qu'on est bien trop tôt dans le calendrier. Et que si on continue à faire des ventes cette année, l'année prochaine, les États-Unis vont nous mettre la pression pour travailler encore plus. Donc tout le monde part en vacances. Donc arrêtez tout, arrêtez de travailler maintenant. Et je me suis dit, mais c'est ça une boîte ? Et ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu choqué. Et donc je me suis dit, je veux pas rentrer dans ce genre d'état d'esprit. Et ça m'a renforcé dans l'idée plus tard de créer mon entreprise. Et c'était un stage qui devait durer 1 an et tu y es resté que 6 mois, c'est ça ? Tout à fait. Je crois que je suis le premier stagiaire de l'histoire de la Warner qui a coupé son stage en plein milieu, alors que c'était mon rêve depuis toujours. Et j'ai coupé au bout de 6 mois parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça que j'ai vues qui m'ont pas beaucoup plu. C'était ton rêve depuis toujours parce que tu as connu la com, tu as connu la pub, le entertainment, tu te dis ok, c'est pour moi, il faut que j'y aille. Moi, je suis un grand passionné par tout ce qui est musique, par tout ce qui est cinéma. Et d'ailleurs, j'ai toujours essayé d'en mettre dans toutes mes activités. On va en reparler peut-être tout à l'heure, mais même chez Excelsior, où on fait des métiers, dirons-nous, assez traditionnels. Ouais, je suis arrivé, il y avait la musique à fond tout à l'heure. La musique, la fumée, les super-héros. On essaie de faire tout ce qu'on fait d'une manière complètement différente, même si les métiers, eux, sont traditionnels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'époque, je voulais tellement travailler dans une major. J'adore, voilà, tout ce monde-là, ça me fait vraiment rêver. J'ai entrepris aussi des projets en parallèle de mes activités entrepreneuriales dans le monde de la musique, notamment dans les comédies musicales. Et voilà. Et là, on a coupé la musique pour l'interview, mais il faut savoir que chez Excelsior, à l'Embassy, comme dans tous nos autres bureaux, il y a toujours de la musique tout le temps, à tous les étages. Très cool. Même dans les toilettes, partout il y a de la musique. On ne vit que par la musique. On ne considère pas la vie sans musique. Ça stimule la créativité et c'est très important pour nous. Tu me parles du BBA-SEC. Après, je sais qu'il y a le SCP. Si on revient un petit peu avant, tu as eu des petits business quand tu étais jeune ? Alors, j'ai toujours travaillé. J'ai dirigé à l'époque, alors ça n'existe plus, mais j'ai dirigé un vidéoclub quand il n'y avait pas encore Netflix, quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup travaillé avec mon père. C'est quoi diriger un vidéoclub ? T'as ton petit local, t'as tous tes DVD. Exactement. Et même à l'époque, c'était des cassettes vidéo. Okay. Et voilà. Et c'était génial parce que je passais 90% de mon temps à regarder des films. Et de temps en temps, il y a un client qui rentrait qui voulait un film. Et voilà, on lui louait.
c'est quelque chose qui parlera peut-être pas aux nouvelles générations, mais c'était une époque assez sympa. Quand tu dis diriger, c'était un stage, c'était un job? Alors en fait, le patron m'a trouvé sympa, j'avais 14 ans, il m'a nommé directeur de la boutique et du coup, bah voilà, j'y suis resté pendant des années à côté de mes études, ça m'a fait un peu d'argent de poche et c'était super sympa. Ok, et après tu rentres BBA ESSEC. Tout à fait. Tu fais ton stage chez Warner. Exactement. Il y a un passage aussi crucial qui est mon échange. J'ai passé 1 an à San Jose State University, en Californie, et ça a été vraiment game changing, comme on dit pour moi, parce que voilà, quand tu es dans la Silicon Valley, tu étudies à l'endroit où tous ces gens incroyables ont étudié, bah ça stimule, ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Exactement. On passe son temps en Californie, en Silicon Valley, à te dire, il y a quelques années, tu avais Sergey Brin, tu avais Larry Page qui était là, tu avais Larry Ellison, donc forcément, le succès laisse des traces, comme on dit, et c'était vraiment impressionnant, en tout cas, d'étudier à cet endroit-là. J'ai pas beaucoup travaillé, j'étais un C-student, comme on dit, donc c'est l'élève médiocre qui passe, mais juste de justesse. Par contre, je me suis fait des réseaux importants et puissants que j'ai encore aujourd'hui, et dont je me sers encore dans la Silicon Valley, et qui m'ont appris beaucoup. Ok, quoi, plutôt start-up, fonds, un petit peu de tout? Les deux, plutôt quelques VC, quelques entrepreneurs, et maintenant j'ai la chance d'avoir plein de copains qui sont à Cupertino chez Apple, à Mountain View chez Google ou à Menlo Park, donc c'est très cool, c'est toujours un plaisir en tout cas d'y retourner. Et tu me parles de réseau là, bon, on va revenir dessus évidemment dans l'interview, mais c'est... Comment tu t'es dit, tiens, je vais me faire un réseau en arrivant aux États-Unis? Tu vois, c'est pas forcément quelque chose d'automatique de se dire, je vais faire un réseau, je vais aller vers les autres, je vais essayer de créer des contacts, d'apprendre des autres. D'où ça vient ce déclic ou cet élément qui te dit, il faut que j'aille vers l'autre dès le début? À défaut de bien travailler à l'école ou même de travailler tout court à l'école, moi j'ai une passion pour les gens. Et c'est vrai qu'on parle de réseau, ça a plein de connotations, mais je pense que c'est plus l'amour des gens finalement, aimer les autres, échanger avec les autres, s'enrichir des autres et tout. Et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Et les gens me disent souvent, mais comment tu as fait pour te connecter à Bernard Tapie, à Bill Clinton, etc. C'est juste finalement être ouvert d'esprit, aller vers les autres, échanger, être curieux, provoquer les opportunités, provoquer sa chance comme on dit. Et après, le reste vient tout seul. Ok, donc un peu inné. Un peu inné quand même. Ok, cool. Et un peu de travail aussi. Évidemment. Tu sors du BBA, tu te dis il me faut quelque chose en plus. Tu regardes le SCP, major entrepreneur. Ouais, complètement. Je suis sorti du BBA de l'ESSEC. J'étais pas encore assez mûr pour créer ma première boîte. Pourquoi tu dis que tu n'étais pas encore assez mûr? Tu le ressentais? Alors déjà, j'avais pas beaucoup de notions dans tout ce qui était comptabilité, finance. Je n'avais pas été un très bon élève. Donc, je me suis dit que si je montais ma boîte, ça allait être un problème. Donc, ça, c'est le premier point. Je voulais élargir mon réseau. Et dans le master que j'ai fait à l'ESCP, Innover Entreprendre, qui est un super programme, j'ai pu justement être avec 30 entrepreneurs. Donc, c'est juste incroyable en termes d'effervescence, d'ébullition. C'était juste dingue. Tu les vois toujours? Et je les vois toujours. Ouais. Et je suis beaucoup plus proche d'ailleurs de mon master à l'ESCP où il y avait 30 personnes que le BBA de l'ESSEC où on était peut-être 200 ou 300. Ok. Et ouais, non, ça a été une expérience très enrichissante avec mes professeurs. Il y avait Daniel Roche, Marc Fournier, Xavier L'Orphelin, qui dirige aujourd'hui d'ailleurs Serena Capital. Ouais. Et une très belle expérience. J'ai appris plein de choses. J'ai pas lancé le projet que je voulais à la fin du master, mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Donc tu sors du master, tu te dis c'est bon, je suis prêt, j'ai mes compétences en compta, évidemment, énormément d'autres choses. Staff, ST, 2A, 2F, c'est ça? Le nom le plus tordu de l'histoire des startups. et c'est marrant parce que je dis souvent ça aux jeunes entrepreneurs. Je leur dis faites attention au nom de votre entreprise. Il faut que vous puissiez en parler à un dîner et que la personne en face de vous rentre chez elle en parlant à sa compagne, à son compagnon en disant j'ai vu quelqu'un qui m'a pitché telle startup. Moi, j'avais créé un nom complètement bizarre qui s'appelait Staff, S-T-A-A-F-F. C'est quoi, c'est que tu n'avais pas le domaine en .com? J'avais pas le S-T-A-2-F comme ton staff. Excuse-moi, ton équipe. Et donc j'avais mis 2A2F, ça paraissait cool à l'époque avec les Yahoo, les Google, je me suis dit ça va être génial. Et en fait, j'orientais la plupart du trafic vers STA2F, le staff normal, ça s'écrit de la bonne manière. Et donc du coup, c'était une énorme erreur. Donc voilà, la première leçon d'entrepreneuriat, c'est faire un nom très simple pour son entreprise. Et d'ailleurs, c'était une erreur à tel point que quand j'ai vendu les actifs de cette entreprise quelques années plus tard, la personne qui m'a racheté les actifs
a fait un chèque et l'a mis au nom de staff en faisant la faute d'orthographe. Donc même la personne qui a racheté la boîte n'a pas su comment ça s'écrivait. C'est pour dire... Voilà, donc depuis, j'ai monté plein de business, d'opérations marketing avec des noms très simples où on s'est dit, voilà, quand on lance, par exemple, faitmesdevoirs.com, bah, t'en parles une fois, la personne a retenu... On va y revenir. On appelle ça la méthode Boukris. D'accord. Donc Staff, c'était une place de marché de service à domicile, c'est ça? Tout à fait. On est en 2007. Loi plein boom. CESU vient de passer. Plein boom des services à domicile, le chèque emploi service universel. Je pense avoir déniché la bonne idée. J'ai eu la chance d'être un des deux premiers. Tu dis dénicher la bonne idée, c'est que tu vois cette loi passer, tu te dis ok, il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire. Complètement. C'est ça en gros. Ouais. On va joindre l'offre et la demande, on va créer une marketplace avec l'offre et la demande dans les services à domicile. Et là, je me dis, c'est génial, ça ne peut que cartonner. Et j'étais loin de mes surprises en fait, parce que c'est extrêmement compliqué, parce que le but du jeu était d'avoir l'offre et la demande au même endroit, au même moment. Contrairement à eBay, si tu veux, quand tu achètes une PlayStation sur eBay. Même localisation en plus. Exactement, c'est-à-dire que là, le cours de maths, tu dois l'avoir dans telle rue, à Strasbourg, au bon moment. C'était un casse-tête chinois. Donc finalement, j'ai réussi à avoir une très très grosse base de prestataires de services à domicile, et c'est ce que je valoriserai un petit peu quand je revendrai la boîte, mais ce sera très loin du succès que j'attendais. C'était des étudiants majoritairement? C'était des étudiants, beaucoup, et des gens aussi qui faisaient ça à côté de leur travail. Il y avait beaucoup de profs qui donnaient des cours à côté de leur travail, des femmes de ménage également. On a eu, je crois, 50 000 ou 100 000 prestataires de services à domicile, et voilà, c'était le seul actif à la fin de l'aventure. Et en 2007, comment tu fais ton acquisition? Parce que l'acquisition en 2021 n'est pas la même que celle que tu devais faire en 2007. Alors j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'étais le premier ou deuxième annonceur sur Facebook, quand Facebook a lancé son programme Facebook Ads en France. Ouais. Et je payais le CPC 1 centime, donc le coût par clic 1 centime, ce qui fait que pour quelques milliers d'euros à peine, j'ai réussi à avoir une base colossale. Il n'y avait que mes pubs qui tournaient à l'époque sur Facebook au tout début. Et il y avait MyFab aussi, qui était un très gros annonceur, qui faisait aussi qui faisait du mobilier custom. Ouais. Donc on était les deux gros annonceurs à l'époque, et ça m'a permis justement de créer une base de prestataires, voilà, qui sera le seul petit actif que je revendrai à l'issue de cette aventure. Ok, parce que de l'autre côté, pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde, c'était compliqué. Alors, j'ai eu la chance de remporter la BFM Academy. C'est un peu la Star Academy des entrepreneurs. Et du coup, ça m'a permis de remporter un budget pub à l'époque de 100 000 euros, ouais. Ce qui est beaucoup d'argent. Ce qui est très important. Et ça m'a permis aussi de toucher pas mal de monde. Donc, il y a eu du chiffre d'affaires, mais c'était pas Google, quoi. On était très loin de tout ce qu'on imaginait. Et c'était en tout cas une bonne leçon. Moi, je dis souvent, c'est le prix de l'expérience. Quand il y a des entrepreneurs qui me disent, tiens, je me suis planté avec telle ou telle aventure, je dis, tu t'es pas planté, c'est le prix de l'expérience. Alors après, il faut que le prix soit le moins grand possible, ouais. Mais c'est vraiment le prix de l'expérience. Tu parles à la première personne du singulier, là. T'as choisi de la monter tout seul, la boîte? T'étais tout seul? Oui, j'étais tout seul. Je crois que mon père m'a un petit peu aidé, ami aussi, qui a un peu de sous, mais j'étais tout seul. Et ça a été un vrai problème, parce que... C'était un peu la galère, pour reprendre le titre de ce super podcast, dans le sens où j'avais personne à qui renvoyer la balle au quotidien, et je pense que c'est très important de se stimuler quand on est entrepreneur, d'avoir quelqu'un à qui tu renvoies la balle, déjà pour avoir le feedback, pour aussi toi entendre le discours que tu renvoies. Et moi, je sais que ça a été un souci, donc je conseille toujours aux entrepreneurs d'être plusieurs quand ils lancent leur aventure, s'ils le peuvent. Après, il faut trouver la bonne personne, et c'est pas simple. Au bout de 2 ans, tu revends, c'est ça? Donc l'actif, en fait, qui était ta base de Presta, dans les faits. C'est ça. Tu revends ça à qui Alors, j'ai revendu ça à une startup qui s'appelait T-Box Probox, à un gars très sympa qui s'appelle Stéphane Messica et ses associés. Et du coup, alors, on ne parle pas de millions d'euros, mais voilà, ça a permis de me payer rétroactivement 1 année et demie de salaire. Ouais. Donc, on a limité la casse en quelque sorte. Et juste quelques mois avant d'avoir finalement cédé l'entreprise, j'ai monté un site internet, peut-être tu voulais en parler, qui s'appelle faitmesdevoirs.com. Je pensais que c'était après. Alors, non, c'est avant la revente. Je suis entrepreneur à ce moment-là, je galère pour reprendre l'expression. J'avais une petite amie à l'époque qui me coûtait extrêmement cher. Et donc, je me dis comment je peux faire pour gagner un peu de sous. J'avais la pression de mes parents qui m'ont dit Coco, t'as 25 ans, on te coupe les vivres, donc en gros maintenant il faut vraiment gagner ta vie. Entrepreneur, c'est super, mais on va pas te sponsoriser éternellement, donc trouve des solutions. J'ai commencé à mettre de la publicité sur Staff, ça rapportait un petit peu, mais pas plus que ça. Et je me suis mis à donner des cours particuliers le soir, le week-end, à des enfants fortunés de Neuilly, Boulogne, le 16e. Donc ton réseau plus potentiellement mon réseau, des petites annonces justement, exactement. Besoin de faire du cash.
Exactement. L'idée, c'était quand même de gagner ma vie parce que j'avais plus de sous. Ouais. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent se reconnaîtront. Et j'avais un train de vie. J'allais au ciné le samedi soir. Et je me dis, comment je peux faire? Donc, je donne des cours particuliers. Et j'ai eu la chance de tomber sur des élèves qui ne comprenaient pas grand-chose à l'époque. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps. En fait, j'étais entrepreneur jusqu'à 19h. Et de 19h à 21h, je donnais des cours particuliers. Exactement. Professeur de tout, d'ailleurs. J'étais très mauvais à l'école. Mais les parents me disaient, est-ce que tu peux donner des cours de maths, de français, de guitare, d'anglais? Je faisais absolument tout. Et c'était pas mal parce que c'était plutôt bien rémunéré. Et à un moment, je me souviens, j'étais chez le petit Victor à Boulogne. Et il est 21h30 et Victor me dit, écoute Stéphane, j'ai pas compris ce que tu viens de m'expliquer là pendant 1 heure. J'ai pas compris le devoir de maths. Donc on va faire quelque chose. Tu vas me faire le devoir et tu seras quand même payé, bien sûr. On le dit pas à mes parents. Et j'étais tellement fatigué ce soir-là, il y a un éclair qui m'a traversé la tête. Je dis, allez, c'est pas grave, je te le fais. Et je lui ai fait tout son exercice de maths. D'ailleurs, il a eu 17. Mais je suis sorti de là et et je me souviens, et le père me remercie en me disant, Stéphane, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais pour Victor. Et je suis sorti de là et je me suis dit, tiens, si tous les enfants pensent comme lui, ou en tout cas les plus fortunés, on tient quelque chose d'incroyable. Là, moralement, à ce moment-là, tu t'en fous. Tu te dis, bon, je le fais, je suis fatigué. Allez, l'exercice de maths, ouais. Il comprenait vraiment rien. Ouais. C'était vraiment compliqué. Il était tard. J'ai passé une grosse journée parce que je cumulais avec la vie d'entrepreneur. Et du coup, là, il n'y a pas de question d'éthique qui s'est posée. Okay. Il fallait que je rentre, j'étais un peu fatigué. Et je me suis dit, tiens, donc, s'ils pensent tous comme lui, on tient quelque chose. Et donc, j'ai été voir mon développeur, qui était un mi-temps développeur, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on monte une plateforme. Et on va appeler ça faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Et là, c'est là que tout est parti vraiment. C'est-à-dire que ma deuxième vie d'entrepreneur a commencé à ce moment-là. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps, en fait, parce que j'ai lancé ce site. Qui était pour faire les devoirs des élèves à leur place. Donc quand tu dis je vais voir mon développeur, je lance ça, c'est ton développeur, vous faites une landing page? Complètement, lui il me dit il faudra 3 mois pour le développer. Moi je dis écoute, faisons une landing page déjà pour communiquer un petit peu. J'ai vu que c'était tellement dur de faire de l'acquisition de clients, l'acquisition de prestataires. Commençons déjà à faire quelque chose, créons la landing page. Donc on crée une landing page, on fait un petit communiqué de presse très très mal fait à l'époque. Tu communiques ça à qui? À l'époque, j'envoie ça à quelques... À l'époque, c'était TechCrunch France. Il y avait TechCrunch France. Alain Eskenazi, à l'époque, qui était le rédac chef, qui me dit je vais faire un petit papier. Et on a un bel article avec 100 commentaires. Donc, un petit peu de réseau. Tu as son adresse mail, un mail cool. Tu lui envoies ton communiqué de presse et tu dis OK, je vais te faire un article. Exactement. Tu pars de là. Exactement. Et c'est un petit article qui fait un peu de bruit, mais pas plus que ça. Ouais. Et il y a un journaliste du Parisien qui est le support de référence. Ouais. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, on peut en reparler, mais le Parisien, c'est la photographie de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est d'ailleurs que ça s'appelle Aujourd'hui en France dans la diffusion nationale. Et moi, je réalisais pas, je mesurais pas l'impact du Parisien. C'est très lu, visiblement. C'est très lu et c'est le seul support qui est lu par tous les journalistes en France. S'ils doivent lire un journal avant d'aller travailler en réunion de rédaction, ils lisent le Parisien. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Et il y a un journaliste du Parisien qui me dit voilà, j'ai lu le truc sur TechCrunch, j'aimerais bien faire un papier. Je dis venez, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas du tout mesuré les conséquences de ça. Donc il fait une pleine page dans le Parisien. Et là, c'est parti dans tous les sens, puisque le lendemain, on a tous les 13h et 20h du pays, TF1, France 2, le 19h45 d'M6, qui frappent à notre porte pour faire du buzz. Le papier qui fait sur toi, c'est un papier à charge? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À la base, non. Alors après, il y a eu d'autres papiers beaucoup plus à charge. Mais c'était, d'ailleurs, l'article existe toujours. C'était votre devoir de maths pour 2 euros. On avait un prix d'appel défiant toute concurrence à 2 euros. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au moment où c'était vraiment du gros hacking pour le coup. Au moment où on lance ça, le site n'est pas du tout prêt. Il y a encore 3 mois de développement. Il y a juste une landing. Une landing page. Venez, connectez-vous dans un mois, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 attachés de presse qui sont sortis de nulle part, qui étaient Nadine Morano, Valérie Pécresse et Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, qui ont fait tous les plateaux télé et radio pour dire surtout, n'allez pas sur faitmesdevoirs.com quand il sortira. Surtout, n'y allez pas. Quand est-ce que tu te rends compte que ça commence à dérailler? À quel moment je sais pas, tu reçois un texto, regarde le trésor, t'es dans le trésor. C'est quoi l'élément qui fait réaliser que ça prend une ampleur incroyable du jour au lendemain? C'est des milliers de mails à ce moment-là. Le jour où on a ouvert, on a eu 1 million de visiteurs uniques et on a eu 20 000 commandes le premier jour. Donc je sais pas si les auditeurs réalisent, mais on ouvre une boutique, on n'a pas dépensé un seul centime en communication et il y a 1 million de personnes qui veulent rentrer dans la boutique et il y a 20 000 personnes qui ont déjà commandé quelque chose. Donc pour quelqu'un qui avait un peu foiré sa première aventure entrepreneuriale avec Staff, c'était incroyable. C'est-à-dire que je me suis battu pendant des années pour essayer d'avoir quelques clients
Et là, j'ai pas encore ouvert et il y a T'as les 20 000 Lafayette, précommandes. t'as les Champs-Élysées. C'est incroyable, c'est fou. Et là, a commencé, voilà, ont commencé les problèmes puisque j'ai eu toute l'éducation nationale qui m'est tombée dessus. Je peux pas vous raconter comment c'est vraiment terminé l'histoire, mais en gros, j'ai reçu un coup de fil d'en haut où on m'a dit de fermer, on m'a demandé de fermer. Ça veut dire quoi au ministère? En haut ministère, Ouais. doyens de certaines grandes écoles qui m'ont dit fais attention, faut que le site soit fermé avant lundi. Et vu que je suis quelqu'un de très peureux, je les ai écoutés, peut-être que j'aurais pas dû. Et donc le site a été fermé. On a remboursé tout le monde. Et donc là, je suis au bout du rouleau. Hein, Combien de temps il s'est passé entre le papier qui a été fait dans TechCrunch France et l'ouverture du site? Je dirais un mois. On a accéléré le développement après. Et donc du coup, pendant un mois, tu te retrouves à faire des plateaux de télé? Plateau de télé, radio, je me suis retrouvé en face de tous les syndicalistes de l'éducation nationale. Tu n'avais jamais fait de plateau de télé? Jamais de la vie. J'avais fait la BFM Academy et en plus, je me suis fait insulter de partout. Et ça, on n'est pas prêt à ça. Alors, il y a un truc que j'ai appris, c'est que quand ça fait mal, les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire mais ça doit être dur finalement d'affronter telle ou telle personne ou même de se faire insulter parfois sur des forums, sur des trucs. En fait, et ça, je le mesurais après avec l'opération de distribution de billets Mailorama, le vrai coup dur, c'est quand c'est des proches en fait qui se retournent contre toi. Quand c'est des gens que tu n'as jamais vus, même si c'est 1 million de personnes, ça t'affecte que très peu finalement. Alors que quand c'est quelqu'un, quand c'est tes parents ou tes amis et tout qui comprennent pas ce que tu fais, là c'est beaucoup plus dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Puis on y reviendra, mais premier buzz, c'est un peu ça qui a enclenché la machine, tu le disais toi-même. Bon, quelque part, il parle de toi dans le mauvais sens, mais au moins on parle de toi. Et ça t'apportera pas mal de choses pour la suite. Bad publicity is publicity anyway. Exactement. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris les relations presse. J'ai appris plein de choses après sur notre site internet, sur les serveurs qui n'ont pas tenu. J'ai fait un MBA en l'espace d'un mois. En entrepreneuriat et ça a été vraiment incroyable. C'était vraiment une super expérience. Alors là, je dis super expérience. À mon avis, si on fait un flashback, au moment où c'est arrivé, ça ne devait pas être si marrant que ça. Mais voilà. Et le site, donc, je l'ouvre un jeudi, je le ferme le vendredi, et le samedi, je reçois un coup de fil. Avant d'arriver à ça, je déroule, j'adore, mais avant d'arriver à ça, tu me dis 20 000 commandes. Donc 20 000 commandes, je sais pas quel était le panier moyen, mais tu me dis prix d'appel 2 euros, je pense que c'était plutôt 10 ou 20 euros dans les faits, je sais pas trop. Mais on parle de 200, 400 000 euros qui te passent sous le nez. Ça fait mal. Ça fait mal, mais j'avais pas le choix. Et en plus, j'avais des frais bancaires. Donc finalement, ça m'a coûté un peu de sous au passage parce qu'on avait 1 ou 2% de frais de transaction. Donc ça n'avait pas été une opération blanche pour moi à l'époque. Ok, tu sors de ça un petit peu démoralisé. En fait, il se passe pas longtemps. Il se passe 48 heures avant de recevoir un coup de fil. Même pas. Mais ça, je pouvais pas le savoir. Et c'est marrant parce que c'est dans le discours de Steve Jobs à Stanford. Il parle de connecting the dots, de connecter les points. Et parfois, il se passe des choses dans sa vie où, au moment où ça arrive, on n'est pas bien du tout. Mais après, rétrospectivement, on se dit, mais s'il n'y avait pas eu cet épisode, dans la série, il n'y aurait pas eu celui d'après. Alors, au moment où ça se passe, c'est compliqué, mais après, on se dit que c'est magique. Ouais. Et c'est ce qui s'est un peu passé, puisque donc, j'ouvre le site le jeudi, je le ferme le vendredi. Et le samedi, je reçois un coup de fil par Skype d'une dame, donc, qui était 10h du matin, qui me dit, voilà, Monsieur Boukris, le président Descroix-Vernier veut vous parler. Quel pays? Et exactement. Moi, j'adore la géopolitique et président Descroix-Vernier, ça ne me parle pas beaucoup. Donc, je vais sur mon téléphone. D'ailleurs, j'invite tous les internautes à aller sur Google et à taper Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Vous allez voir un type sur une péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, un Nouveau Testament dans la main gauche, un iPod, alors à l'époque c'était iPod dans la main droite, et c'est lui, Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Donc bon, ça fait un petit peu peur, on ne sait pas exactement à qui on a affaire. Elle me dit, voilà, il veut vous parler, il a une proposition à vous faire. Je dis, bon, super, allons-y. Elle me dit, rendez-vous à 15h, voici son pseudo sur Skype. Joe Canahan à l'époque, ça se trouve ça l'est toujours. Et donc à 15h, j'ai ce coup de fil qui marquera vraiment un tournant dans ma vie. Et Jean-Baptiste Descroix-Vernier, donc il me dit, Stéphane, j'ai beaucoup suivi tes derniers faits d'armes, j'ai vu la BFM Academy, j'ai vu ce que tu as fait avec Staff même, et j'ai vu ce buzz de faitmesdevoirs.com. Écoute, il me faudra un petit gars comme toi pour piloter certaines entités alors aujourd'hui ça s'appelle Dalenis, à l'époque c'était RentabiliWeb, avant que ce soit revendu au groupe Natixis. Donc il me faut un petit gars comme toi. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il ne m'a pas dit pourquoi. Je ne savais pas pourquoi j'étais là et lui non plus. Mais en fait, il voulait juste que je rejoigne son équipe. Donc, je dis, c'est super. Je vais prendre un avion je vais prendre un Thalys plutôt et je serai chez vous ce soir. On va aller boire un verre. J'ai vu que vous étiez à Amsterdam. Et il me dit, non, Stéphane, on ne va pas se voir et on se verra sans doute jamais. Je
Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, tu sais, alors, lui, il a plein de choses, il est agoraphobe et tout. Il me dit, tu sais, je dirige un groupe de 150 personnes et physiquement, j'en ai rencontré que 5. Il était en avance de phase. Exactement, c'était le premier télétravailleur de l'histoire du web. Et donc, il me dit, voilà, on va pas se voir et on se verra sans doute jamais. Donc, c'est un peu effrayant. Je lui dis, ok, très bien. Alors, à ce moment-là, staff, ça marche moyen, je le revends pour pas grand-chose à la casse. Fais mes devoirs, je comprends que ça va pas durer. Et donc, j'ai pas d'autre solution en fait sur la table. Et il me dit, voilà, donc je veux que tu me rejoignes. Je lui dis, ok, alors au niveau salaire et tout, il me dit, bah, combien tu veux gagner? Et quand on est entrepreneur, on n'a jamais gagné de salaire. En fait, Ouais. on se paye au bout de très très longtemps et on commence par se payer très très peu. Et moi, je me suis dit, bon, ça fait quand même 2 ans que je gagne pas grand-chose, que je galère à droite à gauche. Combien je peux demander? Il me dit, combien tu veux gagner? Et à l'époque, j'avais quelques copains, copines avocats, ils me parlaient de leur salaire. Ils parlaient de 70 000, 80 000, 90 000 euros. Alors, ça, quand on est par exemple profession libérale, il faut déduire la moitié pour voir ce qui reste à la fin. Mais moi, j'avais retenu ces chiffres-là. Donc, timidement, sur Skype, je tape 80 000 euros. Et il me dit, Stéphane, très bien, c'est ce que tu vas gagner la première année. Alors, intérieurement, je dis, ouais, je suis trop content. Mais d'un autre côté, je me dis, peut-être j'aurais dû demander plus parce que s'il a accepté sans négo, c'est que. La première année en plus, c'est ça. Indicateur. Mais je me suis dit, il y a de la perspective. Donc je dis, bah, très bien, alors où est-ce que je signe? Il me dit, écoute Stéphane, on est samedi. Mardi, tu vas te rendre à telle adresse à Gennevilliers. Alors, il m'indique une zone industrielle. Je me suis dit, putain, c'est encore un guet-apens des journalistes ou des mecs qui m'attendent avec une batte de baseball. Il me dit, voilà, tu vas te rendre rue du Fossé Blanc à Gennevilliers. Il y a un type qui s'appelle Romain Perra. Il va t'attendre en bas. Il va t'amener à ton bureau. Sur le bureau, il y aura une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y aura un CDI. Tu signeras ce contrat et tu deviendras un ninja. Je dis OK. Si on revient juste là-dessus avant de descendre, mais c'est très évocateur et même la description du personnage, c'est marrant. Tu peux un peu nous parler de lui? C'est un autodidacte, c'est ça, qui est basé à Amsterdam? Complètement. Ouais. Maintenant, il est même plutôt à Lyon. Ouais. Et Jean-Baptiste, c'est mon père professionnel. Il m'a appris énormément de choses. Il a été avocat, il a monté des sociétés, des sites sur la bourse avant de monter Rentability Web. Qui fera sa bonne fortune finalement, puisqu'après il a monté un géant finalement qu'il a revendu à Natixis il y a 2-3 ans, qui est aujourd'hui spécialisé dans les paiements, micro-paiements et autres, qui est une fintech. Et c'est quelqu'un qui dépasse l'entendement, comme on dirait. C'est quelqu'un qui est sur notre planète. Donc c'est quelqu'un que tu verras, tu l'as rencontré? Je l'ai vu, c'est un ami très proche et c'est un mentor. Je l'ai vu 2 fois. D'accord. Je l'ai vu 2 fois en 10 ans. Donc quelqu'un que tu as vu 2 fois en 10 ans, mais qui t'a apporté énormément. C'est génial. Énormément. Et qui est prêtre d'ailleurs maintenant. C'est le premier ou le deuxième prêtre PDG en France. Donc c'est très original. Il est encore actif? Il est toujours, après le rachat par Natixis? Non. Il est chez lui sur ses terres à Lyon. Et petite anecdote marrante, je pense que je ne trahirai pas de secret, mais à Lyon, donc chez lui, il a donc ses terres, il a ses domaines, il fait de la pisciculture, il fait plein de trucs. Et il a un pont-levis, c'est-à-dire que véridique, c'est-à-dire que incroyable. Moi, à chaque fois que je l'ai au téléphone, je lui en parle. Je fais, mais est-ce que le soir tu actives le pont-levis? Il me fait, oui, le soir j'active le pont-levis, donc le pont se rétracte. Voilà, au cas où les Anglais reviendraient envahir la France, on ne sait jamais. Génial. tu signes ton contrat. Ouais. Et là, début de l'aventure, mais dans les faits, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Pas du tout. Je sais pas pourquoi je suis là, et les gens non plus dans la boîte savent pas pourquoi je suis là, mais je suis là, et donc j'ai essayé de me faire une petite place. Ce qui est bizarre parce que quand tu es entrepreneur, tu as la fibre un peu entrepreneuriale, tu veux faire plein de choses. Et même dans une start-up comme finalement Rentability Web, c'est compliqué. Il y a des clients, il y a des actionnaires. Il y avait Bernard Arnault comme actionnaire, Jean-Marie Messier. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire que quand ils te recrutent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, je vais prendre Stéphane parce que Stéphane, c'est le gars qui va faire le buzz. C'est le gars du buzz. En fait, pareil, tu étais un peu en avance de phase avec ton buzz par rapport à ce qu'on peut appeler du gros hacking maintenant, quoi. C'est ça. Il s'est dit déjà en termes de communication, c'est marrant, il va pouvoir peut-être apporter plein de trucs. C'était un CDI, mais en fait, c'était un CDD dans l'esprit. C'est-à-dire, en gros, fais quelques années chez nous, on sait que tu repartiras après, mais on a plein de choses à s'apporter mutuellement, donc faisons-le et voyons ce qu'il en sort. Et il a eu les guts de faire ce pari, sachant que voilà, je m'étais fait insulter dans quasiment la moitié des médias de ce pays. Donc, tu arrives, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta première mission à proprement parler? Alors, j'ai commencé à la base dans le pôle publishing, donc des sites internet qu'on éditait dans plein de secteurs différents. Il y avait des sites de jeux et tout. C'était plus ou moins intéressant, on va dire. Ouais. Moi, ça m'a permis de me canaliser, d'avoir un salaire, chose que je n'avais jamais eu auparavant, et surtout de me canaliser, de se poser un petit peu. Et au bout d'un certain temps,
Donc j'ai fait quelques petites opérations en interne et il y a Cyril Dubrow qui était le président de Mailorama, qui était un acteur du cashback, qui vient me voir et qui me dit Stéphane, t'es le petit gars du buzz, il faut que tu nous fasses une opération comme tu sais les faire de buzz marketing. Je dis bah super, qu'est-ce que vous faites comme business chez Mailorama? Il me dit nous chez Mailorama, on fait du cashback, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent sur les achats réalisés sur Internet. Donc en gros, c'est comme une carte de fidélité, sauf qu'au lieu d'avoir des points, comme à la station-service, on te donne du cash. Et à partir de 20 €, tu peux déclencher ce cash. De plus en plus de banques françaises commencent à se lancer là-dedans. Aux Exactement. États-Unis, c'est vachement présent. Mais la France, on était un petit peu en retard. Okay. Complètement. Et là, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et du coup, je lui dis, si votre boulot, c'est de distribuer de l'argent aux internautes, on va distribuer de l'argent. Il me dit, là, je te suis pas vraiment. J'ai dit, écoute, j'avais vu il n'y a pas longtemps, auparavant, j'avais vu Batman, le premier opus de Tim Burton avec Jack Nicholson en Joker, qui jette de l'argent sur Gotham City. Et je lui dis, voilà, écoute, on va distribuer de l'argent dans les rues de Paris, puisque l'argent, c'est le plus petit dénominateur commun. En maths, en 4e, on apprenait le PPCM, le plus petit commun multiple. Ouais. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu fais gagner des places pour le concert de Madonna, il y a plein de gens qui adorent Madonna, mais il y a plein de gens qui détestent Madonna. Par contre, pour l'argent, il y a peu de gens qui te disent « Ah, je déteste ça, je ne veux pas en avoir dans mes poches ». Et donc, on s'est dit, on va faire cette distribution d'argent. Et moi, à la base, j'ai dit, on va distribuer 5 000 €, on va dire qu'en fait, on en distribue 10 000, etc. Et c'est passé en conseil d'administration, voilà, avec Messier, avec tout le monde. Et ils sont revenus vers moi en disant « Non, on va faire une vraie opération, on va la professionnaliser, on va distribuer 100 000 € en petites coupures de 5 à 500 €. Et ça va être du vrai argent, il n'y a pas de piège. Rétrospectivement, tu ne te dis pas que c'est quand même incroyable que ce soit passé, cette opération? Enfin, quand tu me parles des administrateurs qu'il y avait dans la structure, franchement, de très loin, je vois mal un Bernard Arnault ou ce genre de personnes accepter ce type d'opération, quoi. C'est très pirate par rapport à leur philosophie initiale. Complètement. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, on faisait un EBITDA colossal et que tous ces administrateurs et ces board members avaient accordé leur confiance à un type en dreadlocks kilt sur une péniche à Amsterdam. Donc ils se sont dit, il a certainement une vision, on va le suivre. Et ils l'ont suivi. Et ils ont eu qu'à moitié tort, puisque finalement, ça donnera lieu donc à cette opération de distribution de billets le 14 novembre 2009, qui a été un succès colossal en termes d'audience, puisque ce jour-là, il y a eu entre 50 000 et 100 000 personnes physiquement qui étaient massées au pied de la Tour Eiffel pour avoir une petite bourse avec de l'argent à l'intérieur. Et alors ça, comment tu fais passer le mot? Alors, c'est très simple. C'est pareil, on a fait un communiqué de presse. On a convoqué le Parisien et tous les médias. On a fait donc une petite conf de presse. Et un bon sujet en buzz, ça prend tout seul. Moi, je sais les sujets qui peuvent marcher et ceux qui peuvent moins marcher. C'est assez simple finalement. Si tu lances le énième site internet qui vend des voitures, il y a peu de chances que ça fasse le 20h de TF1. Par contre, si tu proposes de distribuer 100 000 € en petites coupures dans la rue, tu peux être certain que ça fera le buzz d'une certaine manière. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a des choses que j'ai apprises. Par exemple, quand un ministre relaie une information ou intervient sur un sujet, ça booste ton audience. Si l'AFP ou Reuters, donc les deux grosses agences de presse, relaient ton information, ça passe en fil chez tous les journalistes. Et ça amplifie forcément le buzz. Donc après, il y a une certaine amplitude, mais quand on lance une opération, aujourd'hui, on sait si ça va un peu marcher, quoi qu'il arrive, ou le potentiel de l'opération, quoi qu'il arrive. Ok, tu dis ça avec de l'expérience, évidemment, et pas mal de recul. Si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que tu le fais même en ce moment, je ne sais pas, peut-être que tu vas le faire. Pareil, tu te dirais communiqué de presse. Bon, après, tu t'es connu quand même, tu as un nom qui est connu, donc évidemment, ça attirerait l'attention des journalistes. Si tu es un jeune entrepreneur qui a une boîte qui tourne depuis 6 mois, 1 an, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Alors moi, je suis un adepte du buzz marketing, donc le gros hacking comme on l'appelle aussi, le marketing du pauvre finalement. Parce que quand on est entrepreneur, aujourd'hui on peut lever de l'argent, c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais même si on lève de l'argent, c'est compliqué de faire son acquisition. Et finalement, le buzz marketing, c'est un moyen très simple et peu coûteux de faire de l'acquisition, de se différencier, de marquer un peu les esprits. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, si c'était à refaire, je le referai. Alors, je ne pourrais pas refaire cette opération parce qu'il y a la loi Boucris qui a été votée depuis dans le code pénal et qui interdit de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Volet 3 de la LOPSI 2. mais sinon, oui, tout à fait. Alors, sur le coup, j'en menais pas large. On passe les détails, mais c'est vrai que ça fait un buzz colossal. Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se retourner contre la boîte. La réalité des chiffres, c'est que ça nous a permis d'engranger des millions d'euros de marge opérationnelle supplémentaire cette année-là. On était 3e, on est arrivé 1er sur le secteur du cashback. Et ça a eu plein de vertus également.
Après, sur le terrain, ça a mal tourné et il y a des gens qui se sont un peu bagarrés pour avoir les fameuses petites bourses avec 5 à 500 euros à l'intérieur. Ouais, l'histoire fait que tu pars du bureau avec tes 100 000 euros dans une valise, c'est un peu ça dans les faits. T'as rendez-vous au point de ralliement et tu reçois un coup de fil. De mon attaché de presse qui me dit ils sont en train de tout casser, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut savoir qu'on avait suivi les consignes du ministère de l'Intérieur qui nous avait dit voilà, c'est l'endroit le plus sécurisé dans Paris, le Champ de Mars, puisque finalement, tu as toutes les ambassades aux alentours. Et ça non plus, malheureusement, je ne peux pas trop en parler, mais il y a plein de raisons qui font que ça a mal tourné ce jour-là et des raisons, on va dire, indépendantes de notre volonté, mais qui ont été la volonté de certains autres. D'accord, ok. Donc tu ressors de ça, l'événement n'a pas tourné comme tu le souhaitais, mais encore une fois, bon coup de buzz. Rétrospectivement, connecting the dots, c'est quelque chose que je regrette pas. Quoi qu'il arrive qu'on est entrepreneur ou même là, j'étais intrapreneur, on a peu de temps pour faire la différence, pour faire certains trucs un peu impactants. Là, il y a eu un couloir, on l'a pris, ça a été bénéfique pour l'entreprise. Moi, sur le long terme, voilà, ça m'a permis de me faire connaître sur plein de choses. Il y a un proverbe en Afrique qui dit « D'abord, tu travailles pour ton nom et ensuite, ton nom travaille pour toi ». Et ça, ici, chez Excelsior, on y croit terriblement. On travaille très longtemps pour son nom et après, c'est l'inverse qui se produit et ça a été le cas pendant très longtemps après et j'en étais le premier bénéficiaire. Ok. Tu sors de cette opération, tu restes combien de temps dans cette structure-là? Je suis resté 2 ans, je ne suis pas resté très longtemps. Après Jean-Baptiste, et voilà, il m'a fait un pont d'or, il m'a dit voilà, tu as été très marqué par cette opération, deviens responsable des services vocaux interactifs, j'ai eu une super prime, tout s'est très bien passé, mais j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai monté en parallèle une start-up à l'époque avec notamment Xavier Niel qui s'appelait 2heursavant.com, qui était une billetterie de spectacle dernière minute. On a remporté le prix de la meilleure innovation par la FEVAD en 2010. Tu dis j'ai monté avec Xavier Niel, c'est... Qui nous a soutenus financièrement. Qui vous a soutenu financièrement. Complètement. Okay. Et c'était au tout début de Kima Ventures. Aujourd'hui, c'est 2-3 investissements par semaine. Au début, il regardait vraiment les dossiers, il y avait beaucoup d'interactions. Et voilà, j'avais 2 associés également opérationnels dans l'histoire, Alexandre et Delphine. Et voilà, c'est une belle aventure. L'idée, c'était de monter le kiosque de la Madeleine sur Internet. Puisque un jour, je suis passé devant le kiosque de la Madeleine. Pour les Parisiens qui nous écoutent, il y a aussi ça à Montparnasse et à Terne. Et j'ai vu 2 petites vieilles, finalement, qui attendaient dans le froid au kiosque pour avoir moins 50% sur leur place de spectacle le jour même. Donc, c'est les billets de dernière minute. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça sur Internet plutôt qu'il y ait des gens qui attendent dans le froid sous la pluie? Pourquoi on ne ferait pas ça sur Internet? Et on a monté 2heursavant.com, qui était la possibilité pour des producteurs de mettre leur place de spectacle à la dernière minute, dégriffée avec un discount. Et ça a été un beau succès. On l'a revendu à Vie Ma Ville, qui est un site qui avait levé beaucoup de sous. Et voilà, tout le monde a gagné un petit peu dans l'histoire et c'était un bel épisode. C'était un coup d'opportunité. Tu t'es vraiment fait le constat d'arriver devant le kiosque, de te dire il y a quelque chose à faire, ou tu sentais qu'il y avait un coup d'opportunité de par tes précédentes activités, tu t'es dit bon bah ok j'y vais, j'ai 2 personnes avec qui m'associer, c'est parti. C'est d'une part ce constat-là et d'autre part je parlais avec mes amis producteurs de spectacles, de comédie musicale et ils me disaient Stéphane, le problème c'est qu'à 18h, pour un spectacle qui commence à 20h, on va dire, on sait exactement combien de places seront vendues ce jour-là et combien de places ont été perdues. Et à 18h, ils savent exactement combien de places ils vont leur rester sur les bras. Et c'est du yield management, c'est comme un avion. Si tu ne vends pas tes places dans l'avion, l'avion, il y a une perte, puisque finalement, ces places ne sont jamais récupérables, ce n'est pas un stock. Et là, je me suis dit, à l'époque, je parlais avec Dovatia et Albert Cohen, qui sont des amis, et ils me disaient sur Le Roi Soleil ou sur Mozart l'Opéra Rock, chaque jour au Palais des Sports, on a 5000 places ou 4500 places, on en vend 3000 ou 3005, ce qui est un énorme succès, mais on en a 1000 sur les bras. Et même si on les vendait 10 €, ça ferait toujours 10 000 € en plus chaque jour. Et sur 100 dates, c'est colossal et c'est de la marge opérationnelle supplémentaire. Ok, donc tu pars aussi de ce constat-là. Tout à fait. Ok. C'est une expérience qui dure combien de temps? Ça a duré 1 an. Ah ouais. 2 heures avant, ça a duré très peu de temps. T'es opérationnel? Semi-opérationnel, puisque j'étais intrapreneur chez Rentability Web d'Alenis et à côté, je montais cette start-up avec l'accord de Jean-Baptiste. Ok. Vous revendez bien? C'est confortable? C'est un exit Ça permet, on ne va pas parler d'exit, mais chacun est rentré dans ses sous et il y a eu une petite plus-value, on va dire. Mais pour nous, entrepreneurs, ça restera un succès d'estime, comme on dit. Ok, très cool. On peut revenir sur scène. Sur scène, en fait, c'est ton aventure suivante, c'est ça? Complètement. J'ai quitté le digital pour retourner vers une de mes passions qui est la musique et pour coproduire une comédie musicale qui s'appellera Robin des Bois avec Matt Pokora, qui a été un énorme succès puisqu'il y a eu près d'1 million de spectateurs. Et comment l'histoire s'est passée? Donc, je travaillais au service vocaux interactif de Rentability Web, donc on vendait des numéros surtaxés. Et je rentre dans le bureau de Roberto Ciurleo, ancien grand d'énergie, qui avait monté Goom Radio, qui montait des radios en ligne. Spotify avant Spotify. Ouais.
Et du coup, je sentais que son aventure marchait pas très très bien. On discute. Moi, je lui vends donc mes services vocaux. Il me met tout de suite en confiance. Il me signe les contrats sans même regarder les contrats parce que je lui inspirais Si on descend confiance. dans le détail des services vocaux, qu'est-ce que c'était? Audiotel, SMS. D'accord. Ça Donc va numéro de la- surtaxé. Numéro surtaxé, exactement. Si par exemple, quand tu appelles RTL ou Europe 1, ils te disent appelle le 3921 pour joindre l'antenne. C'est un numéro surtaxé avec un partenaire technique qui peut être Rentability Web et la radio. Et donc, moi, j'apporte mes contrats. Donc, il me signe les contrats sans même regarder ce qu'il y a dessus. Donc, il me met énormément en confiance. On rigole et au bout de 2 heures, je savais qui c'était. Il avait été directeur des antennes d'énergie. Et je sors une maquette d'un truc que j'avais composé qui s'appelait La Voix des rêves. Je le sors de mon sac et je lui dis voilà, Roberto, je sais que tu as été l'oreille d'énergie, le directeur des antennes d'énergie. C'est un poste très important dans la musique en France. Dis-moi ce que tu penses de ce truc que j'ai écrit, composé. C'est une comédie musicale. Il me dit je vais écouter, je te dirai. Donc, 2 semaines plus tard, on se Attends, retrouve. tu vas trop vite. Quand est-ce que tu as l'idée de te dire je vais commencer à écrire ça? Alors ça, c'est un truc que j'avais écrit depuis des années, que j'avais gardé de côté. Je connaissais personne. Mais c'est quoi, c'est un kiff perso? Tu C'est t'es un dit en kiff perso. parallèle je vais faire Exactement. ça. Ok. Et comme c'est une passion, j'avais enregistré une maquette avec des chanteurs que j'ai toujours, d'ailleurs, je te montrerai après. Et je me suis dit, la première opportunité, peut-être que je peux essayer de le pousser à quelqu'un du milieu. Et donc voilà, je dis. Et t'avais vraiment fait ça par passion, sans arrière-pensée? Tu t'es Par dit, passion. ok, je m'écris Je me suis ça dit, si j'arrive à le pousser, c'est bien. Mais il n'y avait pas de business plan, quoi. Je sais que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. C'est pas comme quand on monte une start-up traditionnelle. Ouais. Et donc, 1 semaine ou 2 après, on se retrouve au Murat, et qui est un peu son QG. Et je lui dis alors, qu'est-ce que tu as pensé de ma maquette? Et là, pareil, il me dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et je fais alors, on commence par la mauvaise. Il me dit la mauvaise, c'est que j'ai écouté ta maquette et que c'est à chier. Je fais mais ça veut dire quoi à chier? En plus, c'est très dur quand on est auteur, compositeur, enfin même amateur. On met tout ce qu'on a dedans. C'est comme une œuvre. Tu mets tout ce que tu as et c'est très dur. Il me dit c'est à chier. Il me dit tu n'as pas le talent. T'as pas le talent pour passer à la radio. Il y a des trucs bien dans ce que tu as fait. Te méprends pas, mais tu es très loin en fait des standards qui sont attendus aujourd'hui. Je fais ok, d'accord. Et la bonne nouvelle alors, c'est quoi dans l'histoire? Il me dit la bonne nouvelle, c'est que tu vas quitter ton job chez Rentability Web. Pourtant, j'avais un job assez sympa, très bien payé. On me laissait tranquille. Il me dit Tu as ouvert énormément de portes. Là, dans portes. toutes les expériences que tu as pu me citer, C'était- en une c'était- vingtaine de minutes, tout part de là en fait. Donc, Tout part de là. Et il me dit tu vas quitter ton job et moi je finirai par quitter Goom et on va produire une comédie musicale. Alors, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais pas réagi. C'est vrai que c'est un nom important dans la musique en France. Donc, j'ai accepté, j'ai quitté mon job de direction. Et ensemble, on a monté donc Loxley Entertainment qui produira Robin des Bois. On s'est associé avec d'autres personnes autour de la table. Il y avait Éléonore de Galard, il y avait Patrice Garreau et Lionel Florence qui sont des grands paroliers. Et donc, cette petite équipe, on a initié le projet donc, qui deviendra le dernier grand succès des comédies musicales françaises. Comment ça se passe cette association? Vous faites 50-50 ou lui il a plus d'expérience dans le domaine, il peut ouvrir plus de portes que toi, j'imagine? Comment tu t'associes avec quelqu'un qui a un track record à l'époque bien plus important que le tien? Alors, George Orwell, il disait si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Et on a commencé à part égale. Ouais. Et c'est assez compliqué, on va dire, après, quand l'aventure a commencé à briller et qu'on a commencé à faire le buzz à notre manière dans le secteur. Et malheureusement, ça ne s'est pas terminé de la manière dont j'aurais aimé. Et moi, j'ai revendu mes parts quelques jours avant la première, avec pour le coup une belle plus-value, la première vraie plus-value de mon histoire. Et voilà, et j'ai regardé ça de loin. Et c'est extrêmement dur finalement quand on donne naissance à un bébé de voir qu'il grandit loin de soi. Et ça a été un énorme succès, mais j'ai pas pu participer finalement à la fin de cette aventure. Et alors, faut dire ce qui est. Après, une comédie musicale, c'est pas à Google non plus. C'est-à-dire que tu as une saison à Paris, une saison en province, et si tu as un énorme succès, tu reviens à Paris-Province et tu veux un peu d'international. Donc, c'est pas un truc qui a vocation à durer pendant 25 ans non plus. Après, à la différence d'un Google, c'est quelque chose qui crache du cash immédiatement, j'imagine. En tout cas. Alors, la marge est moins importante que par exemple, que dans des startups, que dans des boîtes du SaaS, mais c'est un truc de passionné et c'est génial. C'est grisant. Comment ça se passe, organiser une comédie musicale? Je trouve ça très cool à aborder comme thème, même sur le podcast, on n'a jamais eu ça. C'est une façon d'entreprendre complètement différente. Sur l'année, moi, que j'ai passé sur la production, je m'occupais de tout ce qui n'était pas artistique. Je m'occupais pas du tout de la partie artistique, je m'occupais de toute la partie, finalement, back-office, financière, la partie un peu chiante. Ouais. On a fait une levée de fonds avec Éléonore à l'époque, donc on s'occupait finalement de la partie sous.
Et donc, pas du tout des paroles, de la musique, du casting. Et en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tu me dis la partie sous, mais dans la partie son, j'imagine qu'il y a la partie promotion. Tu Complètement. dois aller chercher les salles aussi. Complètement, Ouais. complètement. La partie salle, c'est toute une économie que je connaissais pas, où tu vends les spectacles parfois à certaines salles qui l'achètent, notamment dans d'autres pays. Non, c'était vraiment intéressant. Personne n'était vraiment, ce qui m'a surpris, c'est que personne n'était vraiment full-time. C'est-à-dire que normalement, je sais pas, dans une start-up, les gens bossent, bah, tu le sais, 15 heures par jour Ouais. sur le même projet. Et là, étant donné que c'est un truc sur le plus long terme et qu'il y a des décisions qui mettent du temps à arriver, les chaînes de télé, de radio mettent du temps à revenir vers toi, c'est pas un truc qui occupait l'équipe genre 10 heures par jour, quoi. Peut-être du côté, de ce côté prod, après côté artiste, j'imagine que ça doit quand même. Ça, c'est la de... dernière étape. C'est comme Ouais. dans un film, finalement. On a l'impression que c'est le casting qui prend tout, mais en fait, le casting, c'est la dernière étape. D'abord, il y a le scénario, il y a la prod. Après, tu prends un scénariste. Après, tu prends un réal. Après, tu prends les comédiens. Ouais. Mais c'est vraiment la toute dernière étape, la partie talent, finalement, la partie chanteur. Ok, donc tu revends tes parts avant la première. Ça a été un beau succès. Ça a été un énorme succès. Près d'1 Ouais. million de spectateurs. C'était le dernier grand succès en France sur les comédies musicales. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu comme comédie assez connue après? Alors, après, C'est pas pour grand-chose. faire un Avant, rapport, alors, ou pour même faire un avant, rapport, ouais. faut savoir qu'au début des années 2000, tu as eu des énormes succès comme Notre-Dame de Paris et Ouais. Les 10 Commandements. Avant cela, tu avais eu Starmania. Tu as eu Roméo et Juliette, qui a été un énorme succès. Après, ça a un peu moins bien marché, mais tout en restant des succès super honorables comme Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock. Ouais, c'est Et ça, j'avais en après, tête, je ben, pouvais pas les citer, le mais modèle c'est ce que s'est un j'avais en peu tête. érodé, quoi. C'est vrai. Ok. Tu sors de ça. Il y a une histoire. Je sais pas où la placer. Je me la suis notée là. Je suis en train de la lire. Je crois savoir de quoi tu parles. Ouais. Le hot dog DSK. C'est ça. Je sais pas où le caler. Franchement, Alors, je sais pas où chronologiquement, le on va mettre. dire que c'est à ce moment-là. D'accord. Il faut savoir que depuis ces histoires de buzz, depuis Fait mes devoirs, on m'envoie des mails, peut-être 2-3 fois par semaine, pour faire le buzz. On dit, voilà, que ce soit des grands groupes d'ailleurs, ou juste un entrepreneur solo qui me dit, voilà, aide-moi à faire le buzz. Et ça m'arrive très souvent. Et c'est marrant parce que donc je propose des idées, parfois je fais des stratégies. Mais il y a un proverbe qui dit aux États-Unis, tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir pour y aller. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un dans la rue, tu dis, vous voulez aller au paradis un jour? La personne dit, bien sûr. Vous êtes prête à mourir pour y aller? Ah non, pas du tout, ne me parlez pas de ça. Et là, pourquoi je parle de cette citation, c'est que faire le buzz, tout le monde veut faire le buzz. Mais personne n'est prêt à prendre les risques pour faire le buzz. Tout ce dont on a parlé là depuis le début du podcast, c'est une énorme prise de risque. Il y a très peu de gens, il faut être Jean-Baptiste Descroix-Vernier comme chef d'entreprise pour accepter de prendre ce genre de risque. Mais en gros, tout le monde veut manger, mais il y a peu de gens qui sont prêts à les chasser pour aller manger finalement. Et là, c'est un peu pareil. Donc, je suggère plein d'idées, des idées bien sûr folles et décalées, parce que si c'est conventionnel, il n'y a pas besoin de ces idées. Mais finalement, il y a peu de gens qui acceptent. Donc, ceux qui acceptent, c'est les fous ou les start-upers, finalement, qui n'ont pas grand-chose à perdre. Bob Dylan, il disait « When you got nothing, you got nothing to lose ». Quand tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Et là, c'est pareil. Donc, finalement, il n'y a que quand tu es entrepreneur. Parce que finalement, j'allais voir plein de grands groupes. C'était super flatteur pour l'ego. J'allais devant tous ces comex. Et on le fait encore aujourd'hui. Là, pour une grande banque, on l'a fait il y a un mois. On a donné 20 idées complètement dingues, mais auxquelles on croit et qui peuvent faire cartonner cette banque un peu traditionnelle. Et ils ont adoré les idées, mais ils les feront jamais. Et enfin, j'espère qu'ils les feront et qu'on travaillera ensemble. Mais malheureusement, il y a peu de gens qui sautent le pas et qui ont finalement l'audace, malheureusement, pour aller jusqu'au bout. On dit aussi « Fortune favors the bold », la chance sourit aux esprits audacieux. Et donc voilà. Donc, maintenant, je facture quand je fais des missions de conseil parce que je me dis au moins, voilà, ils le font pas, mais c'est une prestation qui T'es était passé de l'autre réalisée. côté pour faire de la gestion de crise? Pour gérer du bad buzz? Ça t'est arrivé? T'as déjà eu des demandes? Non, on a fait beaucoup de missions en e-réputation. Et pour revenir à ce que tu disais d'ailleurs, parce qu'on a sauté, mais cette histoire de DSK, J'ai pas oublié. qu'est-ce que c'est que le DSK? On est en pleine affaire DSK, je me souviens plus de l'année, mais on est en pleine affaire DSK et je vais manger dans un restaurant de Neuilly, un délicatessen qui s'appelle le Rotz, et je commande à manger et le patron, je vois qu'il n'y a personne dans le restaurant, que ça marche pas très bien, et le patron, il vient me voir et me dit « Stéphane, je t'ai vu à la télé l'autre fois sur tes histoires de buzz, il faut que tu me fasses une opération de buzz pour sauver mon restaurant. » Je lui dis « C'est très bien, mais moi je connais rien à la restauration, je connais un peu le digital, peut-être un peu la musique à la limite, mais je connais pas grand-chose au monde de la restauration. À part manger, je peux pas t'aider à faire grand-chose. » Et il me dit « Si, il faut que tu fasses le buzz, je suis sûr que tu peux m'aider à faire quelque chose, à faire le buzz. » Bon, je dis « Ok, très bien, donc... apporte-moi le Parisien, justement, on y revient toujours. » Et je vois dans le Parisien Dominique Strauss-Kahn qui est menotté, à Rikers Island avec les mecs en cravate derrière. Ça m'inspire pas beaucoup.
Et je lève les yeux au ciel, donc sur les vitres, comme sur tous les délicatessen, tu as marqué le nom des plats qui sont dessinés. Donc il y a marqué pecan pie, cheesecake, hot dog, hamburger. Et mes yeux ils vont sur le hot dog et je me dis, tiens, si on faisait quelque chose par rapport à ça. Et là, j'ai basculé dans le grivois et je me suis dit, on va créer le hot dog DSK. On est dans un délicatessen, donc ce sera le double saucisse cachère, DSK. Et on va surnommer ça le premier hot dog non coupable. Alors le patron du restaurant, il comprend pas, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par non coupable? On ne sait pas si DSK il est coupable ou non. Il n'y a pas eu de procès. J'ai dit, non, mais le pain sera tellement dur qu'il sera non coupable. Et on est parti dans un truc complètement lourd et potache, mais qui a fait le buzz. On a eu 50 journalistes des télés turques, coréennes, israéliennes, chinoises qui ont débarqué le lendemain. Ça a été un buzz colossal. Ça a été incroyable. Et du coup, il a fait plus 600% de chiffre d'affaires le mois d'après et il a revendu son affaire un petit peu après. Ça a été un énorme succès. Et ça ne lui a pas coûté grand-chose, quelques burgers qu'il m'a offert et quelques glaces. Pro bono. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'était une belle opération. Je crois que DSK m'en veut. Il a raison de m'en vouloir. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle aventure. Et voilà, et des opérations comme ça, on en a fait plein pour plein de gens. Et ça reste des bons souvenirs, quoi qu'il arrive. Quand tu dis on en a fait plein, c'est que là, tu sors de la comédie musicale. T'es un petit peu dans un entre-deux, on va voir pas tant que ça, mais t'es un petit peu dans un entre-deux et tu te dis ok, je vais faire des missions de conseil comme ça pour du grand groupe, de la start-up, de la PME, dont par exemple cette mission qui n'en était pas vraiment une, vu que c'était du pro bono, mais qui est assez évocatrice de ce que tu as pu faire. Complètement. Okay. T'en as d'autres des histoires marrantes j'en ai plein. Alors, on peut en parler. J'ai une copine qui vient me voir à un moment, elle s'appelle Bénédicte. Et elle avait enregistré un album, donc c'est une chanteuse, elle a beaucoup de talent. Et elle me dit, Stéphane, aide-moi à promouvoir mon album. Et je lui dis, tu sais, moi, j'ai pas gardé beaucoup de contact avec les producteurs du monde de la musique. Elle me dit, oui, mais personne ne me répond, je comprends pas. Alors, je lui dis, fais-moi écouter ta maquette. Elle me fait écouter. Il y a des titres pas mal et il y a un titre qui est incroyable. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un titre qui est incroyable et je lui dis ça. C'est le prochain James Bond, la musique du prochain James Bond. Elle dit, mais t'es fou, on n'arrivera jamais à placer cette chanson dans un James Bond. Et vu que on a peur de rien, j'envoie la maquette à quelques contacts chez MGM, donc qui gère les droits de James Bond à Londres, et Sony. Et bien sûr, pas de réponse. Malheureusement, c'est la galère. Et je dis à Bénédicte, là c'est moi qui lui ai dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je connais cette histoire. Tu la connais? Ouais. Et je lui dis, voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que James Bond, ça ne sera pas possible par le biais conventionnel. La bonne nouvelle, c'est que tu vas quand même faire la musique du prochain James Bond. Et elle me dit, mais comment on peut faire? Et je dis, voilà ce qu'on va faire. On va tourner une vraie fausse bande-annonce du prochain James Bond. Donc, on va prendre des films de Daniel Craig, on va détourer la silhouette de Daniel Craig, on va tourner des vrais fonds derrière. Donc, on crée des images originales. Donc, la personne qui regarde ça, elle n'a jamais vu ce film-là. On va mettre ta musique derrière. On va envoyer un communiqué de presse en tête Sony Pictures, une balle de pistolet dans le coffret en marbre avec une clé USB et le clip à l'intérieur. Et ça a été un succès colossal. Donc, on a envoyé ça à tous les journalistes. Ça a fait le buzz sur Twitter. Tout le monde en a parlé. Alors, moi, ma petite victoire personnelle, moi qui aime bien la Californie, c'est que le Los Angeles Times, c'est un peu le Parisien de Los Angeles, ils ont titré ce jour-là que le lendemain « A pretty convincing hoax », le canular plutôt bien foutu. Et ça, c'est génial quand tu dis que tu as des millions de Californiens qui ont eu ça sur leur journal, pour une petite idée qu'on a eu comme ça, qui n'a pas coûté grand-chose et tout. Et du coup... Enfin, pas coûté grand-chose, je pense qu'il y avait quand même un billet à mettre... en production, ouais. On a tourné en 4K. Ouais. Après, ça c'est elle avec son équipe qui avait fait ça. Mais en tout cas, l'impact médiatique a été complètement disproportionné par rapport à ce qu'on y avait investi. Et ça a été incroyable. Elle a été contactée par plein de monde après. Et la suite a été une belle histoire, un beau conte de fées. Donc ça, c'est une autre opération. Mais des opérations comme ça, on en a fait plein. C'est génial. Super. Tu sors de tout ça, j'imagine que tu as toujours continué à faire ça en parallèle. Tout à fait. Et là, tu retrouves... c'est des potes d'enfance, des potes d'école? Alors avant ça, j'ai monté un petit fonds qui était le premier fonds de Media for Equity en France, avec quelques copains. De par mon expérience dans le monde des radios avec Robin Desbois, je vais voir un moment Jean-Paul Baudecroux, que je connais bien, qui est le président du groupe Énergie, et je lui dis, voilà Jean-Paul, toi tu as un média qui est ultra puissant avec tes chaînes de télé, tes chaînes de radio, puissants mais vieillissants. Il y a plein de startups qui se montent. Faudrait placer tes billes pour assurer l'avenir du groupe. Et je lui dis, on va faire du Media for Equity. J'en avais entendu parler en Australie, ils faisaient déjà ça, avec le groupe de Rupert Murdoch. Je lui dis, voilà, on va donner de l'audience inutilisée du groupe Énergie contre des parts au capital de start-up
qui sont sous-valorisés. Ce qui est bien, c'est que ce sera plus avantageux pour eux d'utiliser cet espace pub que de faire de la pub sur Google. En gros, c'est les prémices du Corporate Startup Studio. Exactement, du Corporate Venture, mais eux, ça leur coûtait rien. Donc Jean-Paul était aux anges. Et lui me donne son go. Et après, le groupe Énergie, c'est tellement compliqué que finalement, le projet n'a jamais vu le jour. Et je me suis dit, on ne va pas en rester là. Donc, je l'ai proposé à TF1, je l'ai proposé au groupe RTL. Et finalement, c'est Altis qui m'ouvre les portes, donc via l'Express. Patrick Drahi. Exactement. Ouais. À l'époque, ce n'était pas Patrick Drahi, c'était les Rick Denolf. C'était un groupe belge. Et on monte donc l'Express Ventures qui deviendra Altis Media Ventures, qui devient le premier fonds de médias for equity en France. Donc, moi, je suis encore actionnaire. J'ai quelques copains qui sont actionnaires. Et majoritairement, on a Altis dedans. Alors Patrick n'a pas vocation à faire grossir ce véhicule, il m'a dit qu'il voulait s'en séparer. Il n'est pas très start-up sur ce coup-là, mais c'était une belle aventure aussi. Et voilà, c'était l'occasion finalement d'investir dans des boîtes avec du média. Et moi, j'ai géré un petit peu tout ça. Il y a encore 2 belles participations qui me fonctionnent plutôt bien. Tu as Short Edition et tu as Morning Croissant qui sont des belles pépites dans le portefeuille. Donc toi tu es toujours présent sur cette activité, plutôt de loin. À l'époque, tu étais plutôt sur la partie deal flow, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Analyse, deal flow. Deal aussi, d'accord. Et l'idée, c'était d'apporter plus que de l'argent. Et c'est ce que j'ai toujours fait, même aujourd'hui, quand j'investis. C'est aujourd'hui, l'argent est disponible pour les startups, beaucoup plus disponible qu'avant en tout cas. Aujourd'hui, tu as tellement de fonds, de billets, de VC, tu as les SPAC qui arrivent et tout, que si tu apportes juste 1 euro, les entrepreneurs ne te choisissent pas. Alors que si tu apportes de l'expertise, du réseau, du carnet d'adresses, c'est comme ça que tu peux valoriser ton investissement auprès des bons entrepreneurs. Ok. C'était une poche de combien à l'époque? On investissait entre 100 et 300 000 euros à chaque fois, dans chaque dossier. Et le fonds, c'était Je ne saurais pas te dire, c'était il y a des années. Okay. Mais en tout cas, voilà, c'est devenu Altis Media Ventures. Ça grossira pas, c'est pas la vocation de Patrick, mais c'était une belle aventure. Et c'est à ce moment-là, donc juste après, que je me rapproche de mes amis d'enfance, Patrick et Vincent. Ok, vas-y, je te laisse continuer alors. Alors en fait, Vincent Klingbeil, qui a été reçu, je crois, sur ton podcast, c'était un ami d'enfance de ma sœur. Donc on s'est toujours fréquenté, enfin il était toujours à la maison, en vacances, etc. Et quand j'ai monté Staff, on s'est rapproché. Lui, il était avocat, il était très malheureux dans sa vie d'avocat. Et il a quitté le métier d'avocat pour lancer avec son frère un site qui s'appelait Talent Zapping. Donc il est venu dans le digital. À ce moment-là, on s'est beaucoup parlé. Et on ne s'est jamais vraiment perdu de vue. Et à un moment, donc, on a une discussion. Il me dit, voilà Stéphane, là en ce moment, j'ai rejoint Patrick Bunand, dont la femme et sa cousine, en fait. Il y a un lien familial. Et il me dit, voilà, j'ai rejoint Patrick et on monte une ESN, en fait. On monte à l'époque une SS2I, une société de service. Et il me dit, voilà, on aurait besoin de quelqu'un comme toi pour nous rejoindre. Et il m'a ouvert la porte, il m'a présenté à Patrick Bunand. Et ça s'est très bien passé. Ça a été plus qu'un coup de cœur, c'était un coup de foudre. Et je dis souvent, parce que l'aventure est terminée, on y reviendra peut-être, mais je suis venu pour rencontrer un associé et je suis reparti avec un ami, avec Patrick, parce que maintenant on n'est plus associés. Ce qui est génial, et ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc je suis venu pour un associé, je suis reparti avec un ami, et c'est aujourd'hui un ami proche, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Donc Patrick, donc, qui a quelques années de plus que nous, il nous a fait confiance à Vincent et à moi. Enfin à Vincent, qui ensuite Vincent m'a fait confiance. Et il a eu une sagesse extraordinaire que j'aurais sans doute jamais eue. Et ça, c'est un conseil, je pense, qui peut valoir son pesant d'or pour ceux qui nous écoutent. Mutualiser les forces. Mutualiser et surtout, qu'il n'y ait pas de problème déjà d'ego et qu'il n'y ait pas de problème de frustration. Puisqu'il était ultra majoritaire dans la boîte dans laquelle il nous a fait rentrer, qui s'appelait SBP. Ouais. Je sentais qu'il commençait à y avoir des petits craquements à droite, à gauche, des frictions, parce que finalement, on s'est dit qu'à la fin de l'année, c'était assez inégal par rapport au travail mis. Et c'est Patrick de lui-même, il a dit, voilà, il nous a réunis. Et à un moment, il nous a dit, voilà, je sens qu'on pourra pas, cette aventure ne durera jamais longtemps si on n'a pas le même nombre de parts, donc je vais vous donner des parts. Et je ne me suis pas opposé. Intérieurement, je me suis dit, mais il est fou. Mais en fait, il a fait preuve d'une très grande sagesse, parce que sinon, s'il n'avait pas fait ça, moi et surtout Vincent, je pense qu'on aurait eu des soucis et ça aurait créé beaucoup de frustration et l'aventure n'aurait pas duré autant de temps. Donc il a redispatché le capital, qui était très en sa faveur à l'époque, et pour que ce soit réparti de manière égale. Dès l'entrée ou avec des BSPCE? Dès l'entrée, on a fait ça très bien et franchement, il a été gentleman et visionnaire, parce que finalement, sans ça, la suite n'aurait pas été possible. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'aventure est née. Donc Vincent avait rejoint un an avant moi. Ouais. Avant de rentrer là-dedans, tu as quand même le champ des possibles qui est ouvert. Tu es plus orienté start-up. Tu vois l'ESN, tu te dis franchement, moi je trouve pas ça sexy comme business. Après, tu as dit quelque chose de très intéressant au début, c'est que tu aimes les gens.
Et l'ESN, quelque part, tu vends de l'humain, tu es en contact avec l'humain. Donc c'est un point qui est quand même central. Mais avant de rentrer là-dedans, tu te dis quoi à propos de l'ESN? Tu te dis, ouais, c'est cool, c'est un nouveau business, je vais découvrir quelque chose d'autre? Ou tu te dis, bon... Alors, il faut savoir que Vincent, qui m'a fait rentrer dans l'aventure, me l'avait pas très bien vendu à la base parce que c'est vrai que quand tu es dans une ESN, t'es pas chercheur d'or, tu es vendeur de pelles. Donc, Ouais. tu vois les gens qui vont à la mine tous les jours chercher de l'or et toi, tu es sur le bas-côté de l'autoroute. Sauf que quand tu vends des pelles, ben, tu gagnes de l'argent à chaque fois. Alors que quand tu vas chercher l'or, peut-être que tu vas trouver l'or et les milliards, mais que tu as une chance sur combien de trouver l'or. Donc, au début, c'est vrai qu'on regardait les startups, on se disait ah mince, on n'est pas dans le coup, mais en fait, on a bâti une entreprise saine, rentable, valorisée et valorisable. Et du coup, ça a été pour nous, on a été très contents. En fait, on a vu l'entreprise grossir sainement, se développer, sans que ce soit un coup de poker, sans courir après les fonds. C'est une autre phase de ta vie d'entrepreneur quand même. T'es plus vraiment sur le même ton, même s'il va y avoir du buzz et des événements après. Quand tu rentres là-dedans, tu te dis ok, c'est bon, je veux quelque chose de plus assis et plus stable que ce que j'ai pu avoir avant. Complètement, même si mes deux associés m'ont laissé faire un peu ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on avait le savoir-faire, et moi j'ai apporté un peu le faire-savoir. Quand on crée le concours du meilleur développeur de France, qui est devenu le plus gros hackathon de France, pour finalement mutualiser tous les développeurs, qui est notre ressource principale, quand on lance, par exemple, avec l'école 42, une opération où on dit qu'on recrutera, quoi qu'il arrive, les 1000 premiers élèves qui sortiront de cette école, on a lancé combien-je-mérite.com, où les développeurs envoyaient leur CV et on leur donnait leur valeur sur le marché. On a lancé unandepizza.com, où les devs qui s'inscrivaient, on leur offrait une année de pizza. Donc on a fait plein de choses complètement délirantes. On a fait des clips musicaux avec Doc Gynéco, Vanda, Marielle Dombal. Donc un métier traditionnel, pour pas dire vieillissant ou vieux, mais avec un œil complètement nouveau. Et c'est ça que les gens aiment bien. Et c'est pour ça que nos clients nous ont fait confiance tant d'années. Et c'est ça toi aussi en tant qu'entrepreneur qui t'a amusé, Complètement. toujours cet esprit créatif, même si tu es sur un business très traditionnel, quoi. Make them cry, make them laugh, take the money. C'est en fait déjà c'est sympa. Je sais pas, là tu vois où on est, ce qu'on fait même chez Excelsior. Quoi qu'il arrive, on va bosser 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Autant s'amuser. Le boulot, c'est le même quoi qu'il arrive. Donc, autant faire les choses marrantes. Et à la fin du film, à la fin de la série, c'est ça qui reste. J'ai passé donc 6 ans avec Ametix, avec l'aventure Ametix qu'on a cofondé. Je me souviens pas de tous les contrats qu'on a signés, de tous les deals qu'on a fait, même s'il y avait des très gros deals avec plusieurs millions à la clé. Par contre, je me souviens de toutes les opérations de buzz, les événements qu'on a fait, les bons moments qu'on a passés ensemble, les fous rires. Et c'est ça qui reste à la fin. C'est pas les contrats que tu signes tous les jours. Et c'est ça que j'essaie d'intégrer et d'insuffler chez Excelsior aussi, c'est cette culture. C'est extrêmement important. Ametix, on est en 2011, c'est ça? Oui. Tu y resteras une dizaine d'années. Ouais. Vous avez revendu au groupe La Poste, enfin Decapost. Via Decapost, qui est la holding de... Alors Decapost, c'est le bras armé numérique du groupe La Poste. Ok. Et ça a été génial. Chez Ametix, donc évidemment, tu étais côté com, si on peut appeler ça comme ça. J'imagine que tu faisais pas mal de ventes, tu allais voir les grands comptes. Complètement. C'est une boîte qui a connu l'hypercroissance. Enfin, on peut parler d'hypercroissance parce que je crois que vous faisiez x2 par an, ce qui est déjà exceptionnel. Il y a des startups qui font plus, mais surtout que vous étiez sur un business humain. Donc, c'est quand même énorme. Tu peux un peu nous parler des chiffres, de la croissance que vous avez eue, et même toi, comment tu as vu évoluer la boîte? Ouais, complètement. Quand on a rejoint Patrick, la boîte faisait peut-être 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires. Vincent a permis au truc vraiment d'être boosté. Quand je suis arrivé, ça a encore plus explosé. Et tous les trois, en fait, cette alliance finalement des trois talents, ça a fait un cocktail détonnant, explosif. Moi, j'étais donc plutôt BizDev Marcom, Vincent était plutôt BizDev, et Patrick, c'était toute la partie back-office, il tenait les cordons de la bourse. Et ça a été une aventure vraiment incroyable. Et donc, on a vu cette hyper-croissance. Quand on est vendeur de pelles et que tout le monde va chercher de l'or, ben forcément, le business va bien, même en période de crise comme actuellement. Tant qu'il y aura du digital et tant que les boîtes se digitalisent, il y a de l'avenir pour les entreprises de services du numérique qui fournissent de l'expertise. Donc, toi, tu fournissais plutôt de l'expertise tech, hein, d'où tous les différents Complètement. coups que tu as pu faire. Et on a ajouté un peu d'événementiel avec ce concours du meilleur développeur de France, qui a été quelque chose de très rentable et en termes d'image qui a été explosif. On a reçu tous les PDG du CAC 40, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Donc, meilleur dev de France, c'est quoi? Tu reçois les CV, tu fais une présélection? Non, c'est 10 000 personnes, 2000 développeurs qui s'affrontent lors du plus grand hackathon de France.
Et c'était quelque chose de colossal. C'est arrivé aux oreilles du président Bill Clinton pour dire à quel point c'était quelque chose de fort. Président américain qui m'a fait venir à New York pour qu'on lui pitche l'idée un petit peu du concours du meilleur dev et qui voulait faire ça pour la fondation Clinton. Donc c'était quelque chose de très fort. Ok. Tu as aussi lancé une opération combien je mérite ? Combien je mérite ? Alors ça fait c'est partie ça, des 200 idées un peu à la con qu'on a lancées. Combien je mérite ? En fait, c'est toujours pareil. On se dit, comment on peut faire pour toucher ce qu'on appelle les invisibles ? Ces développeurs ou ces PO ou ces UX qui mettent plus leur CV sur LinkedIn, qui sont plus sur LinkedIn parce qu'ils sont tellement sollicités par les cabinets et les ESN. Comment on peut faire ? Et on s'est dit, ils ont tous un bon fond de vanité, donc on va leur donner quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux. On va leur donner leur valeur sur le marché, fait par des experts, fait par des professionnels. Et donc, on a reçu 5000 CV de développeurs, de gens qui n'étaient pas sur les réseaux, qui n'étaient pas... Donc, ça avait une valeur incommensurable. Et nos experts, nos sourceurs, passaient du temps pour leur donner, toi, tu vaux 50 000, toi, tu vaux 60 000, en se basant, bien sûr, juste sur le CV et sans tenir compte du QE, du savoir-être et des qualités humaines qu'ils peuvent y avoir aussi. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ça a fait un mini-buzz, ça a fait une vingtaine de médias, c'était sur BFM, sur Libé et tout. Et ça a foutu le bordel dans pas mal de boîtes parce qu'il y a des gens qui sont allés voir leur patron en disant apparemment, je veux 50 000 et je suis qu'à 40 000 aujourd'hui, il faut qu'on parle. Donc, ça crée des situations un peu cocasses et un peu marrantes. Donc, tu as recruté par rapport à ça ? On a recruté 30 personnes ou 40 personnes, ça a été un vrai succès. Génial. Combien je mérite.com. Là, c'est un nom extrêmement simple. Si je t'en parle, tu repars avec et tu peux en parler. Donc, combien je mérite. Ok. Donc 1 million, 10 ans, x2. Bon, on arrive. Je crois que tu peux pas donner les chiffres. Si tu peux donner les chiffres. Au moment où on a vendu Ametix, c'était public. La dernière année avant de vendre, je crois qu'on était à quelque chose comme 30-35 millions de chiffre d'affaires. Cette année, Ametix, qui est intégré complètement à la Poste, on parle d'un peu moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, voilà, une fois de plus, c'est pas Google, mais c'est une belle entreprise en croissance, saine, rentable et qui s'est très bien intégrée dans un groupe La Poste puisque c'est devenu le skill center du groupe La Poste. Et nous, on a adoré. Moi, pendant 2 ans, j'ai été postier, j'ai prêté serment parce que quand tu es postier, tu prêtes serment pour la confidentialité des données. Et j'ai vécu 2 années extraordinaires avec mes camarades postiers et postières. Et le président du groupe La Poste, c'est très marrant. Alors ça, c'est un takeaway qu'on peut donner aussi aux auditeurs. Tu vois, on avait une ESN donc qui faisait peu ou prou 30-35 millions de chiffre d'affaires. Le meilleur dev de France, ça faisait même pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas grand-chose cet événement par rapport à l'activité. Et pourtant, quand j'ai croisé quelquefois le président du groupe La Poste, Philippe Val, qui dirige 300 000 salariés, plus ancienne entreprise de notre pays, 30 milliards de chiffre d'affaires, j'allais le voir, je dis Philippe, monsieur Val, je suis Stéphane Boucry, je suis un des cofondateurs d'Ametix. Il me regardait, il me disait Ametix, c'est vous le concours du meilleur développeur de France. Et en fait, il avait retenu que ça. Ça avait beaucoup plus d'impact à ses yeux et de poids que 99% du business sur lequel on se battait au quotidien. Donc c'est marrant. Et c'est pour ça que le buzz, la communication, les événements, c'est extrêmement important. Il n'y a pas que le chiffre qui compte. Même chose avec Start the Fuck Up et la galère. Même chose. C'est la galère qui propulse Start the Fuck Up, j'ai aucun doute là-dessus. Super. Donc vous revendez, là on parle d'un vrai exit pour le coup, on parle donc tu me disais 35 millions de chiffre d'affaires au moment où on l'a vendu. Là-dessus, il y a un coefficient multiplicateur qui est généralement... Alors, pour pas donner tous les éléments aux auditeurs, une ESN, ça se vend 10 à 12 fois l'EBIT. L'EBITDA, c'est la même chose dans les ESN. Donc voilà, je donnerai pas l'EBITDA qu'on faisait la dernière année, mais voilà, donc on peut faire rapidement le calcul. Donc c'est une vraie belle sortie. Et après, c'est une entreprise qui crée énormément de valeur. Et qui a énormément profité au groupe La Poste. Tu restes encore 2 ans opérationnel. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe au bout des 2 ans ou même pendant ces 2 années, tu commences à avoir la tête ailleurs ou tu te dis je vais un petit peu ralentir Puisque c'est la galère, il y a une citation qui dit « Les bateaux n'ont pas été faits pour rester au port. Ils n'ont pas été conçus pour rester au port. » Et je suis resté au port pendant 2 ans. On mettra toutes les citations de Stéphane. Le dictionnaire des citations de Stéphane est disponible sur Amazon.fr. N'hésitez pas à le commander. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je commençais à avoir la bougeotte. Je ne me projetais pas en tant que top manager d'un grand groupe qui est super comme La Poste, mais ce n'est pas ma vie. Ouais. Donc, j'ai gardé des super contacts avec tout le monde. Mais je suis entrepreneur. J'aime bien prendre des risques, j'aime bien aussi insuffler ma vision. Et il y a un truc qu'on a perdu, et ce n'est pas du tout de la faute de La Poste ou de qui que ce soit, mais on a perdu notre agilité et on a perdu un peu notre créativité. Pourquoi je te dis ça ? C'est qu'au moment où on a vendu, on a commencé à être moins audacieux. Pourquoi ? Parce que dès que j'avais une idée ou dès qu'on avait une idée, ensemble on se disait mince, on ne va pas faire ça parce que si ça tourne mal, c'est La Poste qui va prendre et les syndicats et tout ça et tout. Donc on a commencé à se brider
Alors qu'il n'y avait pas de raison. Il nous disait, allez-y, faites comme vous voulez, mais on a commencé à se brider. Alors que quand on était entrepreneur, on faisait tout et n'importe quoi. Il n'y avait que nous autour de la table, donc on pouvait prendre des risques. Et on a pris moins de risques. Et on a commencé à retourner dans une zone de confort. Et c'est un peu dommage. On a commencé à avoir peur pour notre actionnaire en se disant, mince, si ça leur retombe dessus, il va se passer ci, il va se passer ça. Et on s'est mis une pression de dingue qui était inutile, mais donc on a perdu en agilité fortement. C'est marrant parce que là, le parallèle, il est facile à faire entre Warner Bros. Et ce que tu es en train de me dire. Hein. Ah ouais. Le plafond de verre au bout de 6 mois. Ah non, top management États-Unis, c'est assez marrant. On s'est senti pas bloqué parce je vais pas dire ça, ils ont été vraiment très cool avec nous, mais nous on voulait vraiment faire des choses un peu plus dingues, un peu plus folles. On a chacun choisi un chemin différent. Patrick donc il est encore dans l'aventure, mais je pense qu'il va pas rester très longtemps. Vincent, il a monté le fonds European Digital Group avec Eric Bismuth, donc c'est une vraie chance. Et moi, j'ai lancé Excelsior, qui est pour le coup une entreprise ex nihilo, vraiment, tout seul. J'ai pas d'associé dans l'histoire parce que je voulais vraiment insuffler ma vision de A à Z. Alors, j'ai énormément gagné avec Patrick et Vincent. On s'est enrichis mutuellement, on a challengé nos idées. Mais en fait, forcément, quand tu as fait une belle aventure, tu as tout le monde qui veut investir dans la suivante. Donc, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour investir. Mais en fait, je voulais pas avoir de compte à rendre. T'as pas d'invest là? J'ai pas d'invest. J'ai refusé beaucoup d'argent. Alors, t'as mis on prend 3 millions de ta poche, 3 millions et demi, mais qu'on a même pas utilisé parce que finalement, un business de service, c'est graduel, donc il n'y a même pas besoin d'autant. Mais surtout, on a dû refuser, je sais pas, 1 million et demi d'euros. Au tout début, d'ailleurs, quand j'étais j'avais même pas un PowerPoint. Mais en fait, le succès amène le succès. Donc, les gens se disent que si tu l'as fait une fois, tu vas le faire une deuxième fois. J'espère qu'ils ont raison. Et du coup, et plein de gens, et même encore aujourd'hui, la semaine dernière, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous êtes à la recherche de fonds? On vous suit, ils veulent même pas négocier de valo, etc. Donc, les gens vont se dire, il est fou Stéphane, il refuse l'argent, il aurait pu hedger son risque finalement. Et il va all-in. Mais au moins, ça nous permet d'être ici. Si on veut faire une réplique du bar de Friends à l'identique, on le fait. Si on veut avoir Iron Man dans l'entrée, il n'y a personne qui nous dira qu'Iron Man il coûtait trop cher ou que ça ne correspond pas à la vision de l'entreprise. En tout cas, voilà. Je dis toujours à mes collaborateurs, le cycle de décision, vous l'avez devant vous. Je ne viens pas me réfugier derrière un associé en disant non, ça on ne peut pas le faire parce que lui n'est pas d'accord. On va très vite, on est agile, on prend des risques, on se trompe sur beaucoup de choses. On se trompe parfois sur des gens. On a fait des erreurs de casting depuis 1 an et demi, mais on essaie d'aller le plus vite possible. Et on se marre bien, et c'est le principal. Donc, quand Stéphane dit on peut faire ce qu'on veut, je suis dans les locaux, qui sont superbes, à Levallois-Perret. On est dans une grande salle avec une estrade, il y a des instruments de musique autour, donc on revient aussi à la musique, il y a un bar. Qu'est-ce que vous faites exactement ici ? On fait la musique, tout simplement. Non, c'est l'Excelsior Embassy, donc une fois de plus, c'est l'endroit où on réalise nos rêves, et c'est important de le dire. Moi, je veux que les gens soient bien dans cette entreprise, qu'ils soient heureux. Tous les gens qui ont rejoint Excelsior, ils ont rejoint l'étage 1 de la fusée. On fait aujourd'hui les métiers qu'on connaît, dans lesquels on a une valeur ajoutée, mais c'est peut-être pas les métiers qu'on fera toujours. Donc ici chez Excelsior, alors je suis pas là pour faire la pub d'Excelsior, mais en gros on a 3 métiers, les talents, events et contents, donc les talents du numérique. On fait du recrutement, de la prestation sur des talents tech et produits parce qu'il y a une demande qui est juste explosive. Donc tu es un peu sur une suite d'Ametix quand même. Alors, ça pourrait être ce métier-là, ce métier sur les 3, c'est sûr que c'est connexe à Ametix. Ouais. Même si Ametix aujourd'hui, c'est vraiment le skill center du groupe La Poste, c'est à l'essentiel de l'activité qui est tournée vers l'intérieur. Le deuxième métier, c'est les events. Donc, on crée des hackathons, on crée des conférences pour nos clients et il y a une demande explosive d'événements, même en visio. Et le troisième... Quand tu me dis conférence, c'est de la conférence technique, conférence tech, digitale, on fédère les équipes. Et c'est un super levier pour attirer et fidéliser les talents. Parce que c'est bien beau de recruter, mais s'ils se barrent tous au bout de 6 mois, tu as tout perdu. Donc, nous, notre boulot, chez des grands comptes, principalement et des scale-up, c'est de faire en sorte de fidéliser les équipes à travers des événements forts avec des super speakers. On crée des Dev Week aussi, des semaines de festivités. Donc ça, c'est events et contents, c'est le contenu. Ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas si ça vous rapporte quelque chose de la galère, mais en tout cas, nous, on fait un média auquel on est très attaché, mais qu'on ne monétise pas aujourd'hui. C'est un média où on met en avant l'écosystème. Sur notre site, il n'y a pas marqué on est les champions de la transformation digitale. Sur notre site, sur xior.com, tu as finalement ceux et celles qui font le digital au quotidien, qu'on propulse. Et tout en bas à droite, tu as marqué qui sommes-nous et on parle de ce qu'on fait, mais on n'a pas tellement besoin de vendre comme beaucoup de cabinets le font. Aujourd'hui, on a misé sur le côté média, sur le côté information, ce qui nous donne aussi une légitimité, ce qui nous fait monter en compétences. Et ça, on y est très attaché. C'est quoi ta vision là, sur les 5 prochaines années C'est une très bonne question. La vision, c'est une fois de plus,
c'est qu'on fait décoller un avion. Et une fois qu'on est dans les airs, on choisit la direction qu'on prend. Et c'est ce que j'ai dit à toutes les équipes. C'est pour ça qu'ici, on ne recrute pas une compétence, on recrute un état d'esprit. Et j'ai dit à mes équipes, elles le savent, que dans 2-3 ans, on ne fera pas les mêmes métiers qu'aujourd'hui. Il y a peu de chances que quand on fera la galère dans 2 ans pour la suite de l'épisode, on parle la même chose. Si je te dis qu'on fait la même chose, c'est qu'il y a un souci quelque part. Aujourd'hui, on fait décoller la fusée. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc cash is king. Donc l'idée, c'est on fait décoller cette fusée. Et donc Excelsior, après 1 an et demi, on est rentable depuis janvier. Il y a peu de boîtes qui sont rentables au bout de même pas 1 an. On va faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en année 2, avec 2 millions en année 1, ce qui est, je crois, ça correspond à 0,001% des entreprises. Donc on est super content. Les équipes ici travaillent énormément, mais aiment travailler ici. Enfin, je l'espère. Personne n'arrive la boule au ventre au travail. Il y a un état d'esprit qui est sympa, qui est bon enfant. Et pour autant, les gens, c'est ce que Reed Hastings disait, c'est liberté et responsabilité. Chacun a la liberté et chacun se responsabilise derrière. Tu as vu, il n'y a pas grand monde, il y a 6-7 personnes au bureau, le reste des équipes est en télétravail. Chacun fait ce qu'il veut, ils gèrent leur vie, ils gèrent leur planning. Et voilà, et pour autant, toutes les équipes performent et on en est super content. Trop cool. Ta typologie de clients, c'est quoi? Du grand groupe majoritairement? Tu as repris une partie des clients que tu pouvais avoir chez Ametix qui t'ont suivi? Alors c'est très marrant, on a 0 client en commun avec Ametix. On a 0 client en commun, tout simplement dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de clients, parce que il y a plenty fish in the sea, comme on dit, plein de poissons dans la mer, et donc finalement, il y a pas besoin. Je les ai laissés avec leur portefeuille client qu'on avait à l'époque, on en a développé un nouveau. Grand groupe, scale-up, quelques petites startups, mais étant donné que ces services sont un peu coûteux, il faut avoir un certain volume. Par contre, la promesse qu'on fait nous à nos clients, scale-up et grand groupe, c'est que sur la partie talent, par exemple, on est capable très rapidement de staffer toute une équipe. Et aujourd'hui, ça peut paraître anodin, on se dit, ils vendent des talents, mais aujourd'hui, c'est ça qui sépare une boîte du succès, c'est l'équipe. Et quand la boîte a levé 100 millions, 200 millions finalement, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Elle va peut-être faire quelques petites acquisitions, mais l'essentiel de cette levée de fonds va finalement pour recruter la bonne équipe. C'est ce qui va faire la différence. Le plus gros actif de toutes les startups que tu connais, il prend le métro, il prend l'ascenseur. Je vois plein de choses à faire avec STFU dans ce que tu me racontes. La suite pour toi, moi franchement, je me suis un peu renseigné avant le podcast, mais je te connais de loin, et je me suis dit, Stéphane, il va faire de la politique. Je suis sûr qu'un jour, il va rentrer dans la politique. Je sais que tu as fait une formation à Harvard en relations internationales. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Alors, c'est sympa en tout cas, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Il y a pas mal d'autres épisodes avant, quoi qu'il arrive. Moi, je suis assez commis sur Excelsior, c'est 95% de ma vie. Les 5% restants, professionnels bien sûr, c'est les 30 boîtes dans lesquelles j'ai investi, sur lesquelles j'essaie de m'impliquer un petit peu. Il y a des boards chaque semaine. J'essaie vraiment de leur apporter tout ce que je peux. Et j'en suis super fier. Après, pourquoi pas un peu de politique? Je suis passionné par la politique internationale. On conseille aussi, on n'a pas trop le droit de le dire, mais on conseille beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, français ou internationaux, dans leur stratégie digitale, et on l'a toujours fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une passion avec la musique. C'est également une passion, tout à fait. Okay. Il y a peu de gens qui le savent, c'est marrant, t'as vu assez juste. Un homme de passion, ok. Si on vient un petit peu sur le portefeuille de start-up dans lequel tu as investi, tu peux nous en citer quelques-unes. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les succès. Non, c'est pas les succès. Non, au contraire. Mais tu en as parlé tout à l'heure, tu disais... Et tu vois juste, parce que de toute façon, plus ça va, plus on va dedans. C'est pas 1 euro pour 1 euro, c'est 1 euro plus l'accompagnement qui va avec. Donc si tu peux m'en citer quelques-unes et la façon dont tu les accompagnes, je trouve que c'est très intéressant. Bien sûr. Si j'en prends deux ou trois, par exemple, tu as Dreamcatcher Sales avec Ariel, Pierre-Michel et Corentine. C'est une super boîte de services pour les sales cette fois-ci. Ils monétisent l'innovation. Quand je les ai rencontrés, ils étaient venus à l'époque chez Ametix pour une soirée qu'on avait organisée. Ils se cherchaient encore, ils cherchaient leur modèle. C'est une boîte qui devait faire 200-250 000 euros de chiffre d'affaires, donc ils démarraient. Ouais. Je leur ai appris tout ce que je savais du métier du service. Donc on a essayé de répliquer un peu ce qu'on faisait chez Ametix pour Dreamcatcher Sales, mais côté sales, qui est un métier qu'on n'adressait pas du tout. Et aujourd'hui, Dreamcatcher Sales, c'est aujourd'hui un des leaders sur la monétisation de l'innovation. Ils fournissent en recrutement, en prestation de services, finalement, des experts. Et ça marche très très bien. Je pense qu'il devrait se passer des choses dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est une boîte qui est en explosion. Nous, chez Excelsior, on permet de créer de l'innovation. Eux, ils permettent de la monétiser, qui est quelque chose qui est très souvent d'ailleurs oublié, parce que c'est bien de créer des super projets dans tel ou tel grand groupe, mais c'est important après de savoir comment on le monétise. On est d'accord. Ça, c'est Dreamcatcher Sales. Si on peut parler de Wirk,
qui est une solution de productivité qui fonctionne aussi très bien. On peut parler, alors, une boîte à laquelle je suis doublement attaché, voire même triplement attaché, qui s'appelle Didomi, qui est aujourd'hui le leader de la gestion du consentement. Tu sais, c'est cette petite bannière en footer qui permet de donner son consentement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une réussite qui est colossale. Ils ont levé 5 millions d'euros auprès de Brega en début d'année ou l'année dernière, je crois. Aujourd'hui, ils signent des clients tous les jours. Je vois les reportings, j'ai jamais vu ça. C'est une solution de SaaS. Et alors, pourquoi je suis triplement attaché? Déjà, je suis actionnaire, mais surtout, il y a mon frère qui fait partie des cofondateurs, mon petit frère Raphaël. Donc voilà, ça me touche doublement. Et troisièmement, c'est aussi un partenaire pour Excelsior, puisqu'on travaille ensemble. Donc je suis 3 fois engagé. Et en tout cas, c'est une boîte dont je suis extrêmement fier. Et retenez bien ce nom, didomi.io, pour ceux qui ne connaissent pas. On mettra je pense que et tous les liens. ah ouais, je pense qu'ils vont aller très 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 loin, comme toutes les autres boîtes. Et après, il y a pas mal d'autres boîtes dans le portefeuille. Tu as une thèse d'investissement où tu regardes l'entrepreneur et tu te dis si j'ai le fit avec l'entrepreneur, Complètement. j'y vais. Alors moi, j'ai quelques critères. Ils ne plaisent pas à tout le monde. Il y a même des copains investisseurs qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais déjà, une équipe complémentaire. C'est très important. Moi, quand je voulais lever des fonds avec staff, ce que j'ai jamais réussi à faire, on m'a dit si tu te casses les 2 bras, les 2 jambes au ski, l'entreprise coule. Et ils sont pas tout à fait tort. Ça, une entreprise, surtout au démarrage, faut qu'il y ait une équipe de gens complémentaires. Faut qu'il y ait une équipe qui est impliquée et investie. C'est très important. Pas une équipe qui est encore en poste et qui attend d'avoir la levée de fonds pour peut-être s'impliquer. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit investie et qui ait quelque chose à perdre si ça marche pas. En anglais, ils appellent ça hurt money. Tu mets un peu d'argent, alors c'est pas beaucoup, mais à ton échelle, il faut que ce soit beaucoup pour que si ça se plante, ce soit pas juste l'investisseur qui ait perdu quelque chose et toi, tu as perdu quelques mois de ta vie. Il faut que chacun ait quelque chose à perdre d'important dans l'histoire. Donc ça, c'est aussi important pour moi. Il faut qu'il y ait de la traction. Je ne sais pas investir sur des PowerPoint. Je sais, ça n'existe pas. Traction, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être des utilisateurs ou autre chose. Mais il y a plein de gens qui ont la bonne idée du truc qui va faire des milliards, mais pour l'instant, c'est pas grand-chose. Donc pas de PowerPoint. Quand tu regardes, traction peut aussi être la façon dont il déroule opérationnellement. Mais qui est du résultat, qui est du concret. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un produit en croix. On a réussi avec pas grand-chose à avoir tant de chiffre d'affaires ou tant d'utilisateurs. Si vous investissez chez nous, on arriverait à faire plus. Et moi, c'est le genre de choses qui me plaît. Je ne sais pas investir sur des PowerPoint et sur des promesses. Faut vraiment, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut vraiment que le premier pas ait été fait. Donc ça, c'est assez important. J'investis surtout en France parce que j'ai pas beaucoup de deal flow à l'étranger. Et après, voilà, c'est des tickets plus ou moins importants selon l'implication que je vais avoir dedans. Et moi, mon kiff, entre guillemets, c'est vraiment après de développer du business pour les startups. Je suis limite malheureux quand la boîte, elle sort, il y a un exit et que je n'ai pas pu apporter, que j'ai juste fait un investissement. Je veux vraiment faire partie. Je ne suis pas opérationnel et je serai jamais opérationnel. Mais l'idée, c'est d'apporter plus que de l'argent. C'est vraiment faire partie de la réussite de l'entreprise. Donc, si tu trouves des synergies avec Excelsior, par exemple, tu le feras. Complètement, complètement. On fait pas trop de business avec mes startups, entre Excelsior et mes startups, mais tout ce que je peux faire, je le fais et j'adore ça. Et à l'époque où je pouvais pas entreprendre parce que j'étais en earn-out pour la Poste, ça m'a permis de vivre de l'entrepreneuriat par procuration. Et ça, c'était génial. C'était vraiment génial. Super. Donc on se dit quoi, la suite dans 2 ans? On enregistre un épisode dans 2 ans et on avec plaisir. Là, c'est une photographie en mai 2021. Et un autre dans 10 ans pour la politique. Avec plaisir. Je pense qu'il va se passer des choses très intéressantes. Je ne peux pas tout révéler sur votre antenne, mais et sur Excelsior et à côté, il va se passer des choses assez folles dans les prochains mois. Et stay tuned, comme on dit, parce qu'il va se passer pas mal de choses assez folles à tous les niveaux. Et je pense que voilà, ça va être pas mal. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Stéphane. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à 2 personnes autour de vous et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire. Ça va beaucoup nous aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up. Il vous suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.